Écran noir et blanc, le numéro 1 des podcasts, qui est un clin d'œil clair au festival de cinéma du Cameroun qui s'appelle Écran noir. Aujourd'hui, je reçois sur le plateau un producteur, un scénariste qui vient du monde de la musique, qui travaille entre Los Angeles et Paris, voire même au Canada aussi, plus le Cameroun, qui est sportif, discipliné et qui s'y connaît pas mal en business aussi, entrepreneur. Ok, donc j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Martin Gongo, plus connu sous le nom de Tino Otu. Comment tu vas, mon frère Tino? Ça va frérot, ça fait plaisir que tu me reçois dans ton émission. Et ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi de participer à une des premières émissions de ton podcast qui est vraiment qualitatif. Et déjà que le setup, la mise en scène et la qualité de la production laissent entrevoir quelque chose déjà à la hauteur de tel que je t'ai toujours connu, et quelque chose d'ambitieux et quelque chose qui va répondre vraiment à l'attente des besoins que le public a sur ce genre de contenu. Ça veut dire un podcast de qualité avec des questions pertinentes avec un présentateur pertinent comme toi. Voilà, merci de ton invitation. Merci pour tout ce que tu viens, toutes ces belles choses que tu viens de dire. Je me demande même si c'est de moi qu'on parle encore. Mais bref, au fait, on a la chance justement d'être avec toi parce que lors d'une de nos dernières émissions, nous qui sommes même qui avons des formations de cinéastes, on ne sait pas encore faire la différence entre le producteur délégué, le producteur exécutif, ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous éclairer un tout petit peu dessus? Bien sûr. En fait, faut savoir que le cinéma, en fait, c'est quoi un film? Un film, c'est produire un contenu qui après doit être monétisé. Pour monétiser un film, c'est raconter une histoire. Ça veut dire on raconte une histoire sur un format qui est défini par le marché, qui dure normalement entre 90 minutes et 120 minutes. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas très longtemps, en fait, on monétisait un film en passant par une distribution classique en salle. Ça veut dire qu'on faisait un film, après on avait un distributeur qui le distribuait en salle et qui recevait de l'argent moyennant des ventes de tickets. Depuis un certain moment, on a vu qu'il y a des plateformes de streaming qui sont arrivées, il y a le digital qui est arrivé. Donc maintenant, ça implique plusieurs manières de monétiser son contenu, de monétiser un film. Donc par rapport à ça, il faut savoir que il y a deux systèmes. Il y a un producteur dans le système français. C'est pas la même chose qu'un producteur dans le système américain. Je vais m'expliquer. En France, celui qui va monter le projet du film, ça veut dire de A à Z, ça veut dire par exemple acheter le scénario, rencontrer le scénariste, lui acheter les droits, après avec le scénariste aller attacher des acteurs et tout, aller voir, qui va participer en fait à tout le financement, le montage financier du film. On appelle ça en France le producteur délégué. Voilà. D'accord. Et généralement en France, les producteurs délégués, c'est vrai qu'ils ont une casquette, ils font un peu tout. Il achète les droits du scénario, il va voir les agents, tel acteur disponible et tout. Et en fait, il a ce rôle-là de l'ingénierie financière et de la construction artistique du projet. C'est ce qu'on appelle le producteur délégué. Aux États-Unis, le producteur délégué, il a plusieurs formes. Ça veut dire qu'aux États-Unis, un producteur qui est à l'origine du film, du projet comme en France, il va être producteur, on va appeler ça producteur with PGA. Ça veut dire qu'il est fait partie, il a le crédit de PGA. C'est-à-dire qu'il a participé dès le départ, acheter le scénario, contacter l'agent pour mettre tel ou tel acteur dessus et tout, et le réalisateur et tout. Maintenant, aux États-Unis, PGA, qui veut dire PGA, ça veut dire Producteur General Association, un truc comme ça. En fait, aux États-Unis, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand tu es producteur, en fait, tu fais partie d'une organisation. C'est comme, tu vois, les acteurs, je sais pas si tu es au courant, les acteurs, ils ont leur association, leur organisation, tu vois, ça s'appelle, les acteurs, ils ont, mais j'ai oublié le nom de l'organisation des acteurs.
c'est les writers WGA, tu vois. Les acteurs aussi, ils ont leur association dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, c'est ces syndicats-là qui mettent des fois Hollywood à mal. Je sais pas si tu as vu, par exemple, la dernière fois, il y avait une grève contre les scénaristes, contre les studios, les acteurs et tout. Et en fait, ces syndicats-là, ils négocient en fait tous les 4-5 ans des accords avec les studios. Et en fait, pour obtenir plus de droits. Là, la dernière grève qu'il y avait eu, c'était que les acteurs voulaient on appelle ça des residuals, ça veut dire des royalties par rapport aux plateformes Amazon et Netflix qui, eux, ne payaient pas de royalties contrairement aux autres studios comme Warner, Universal, tout ça. Et en fait, donc, ils sont partis en grève dessus pour que, en fait, une fois que le film est exploité, qu'on continue à leur verser des royalties, chose que le business model des streamers ne faisaient pas. Donc en fait, pour revenir au terme PGA aux États-Unis, en fait, aux États-Unis, quand tu as produit un film et que tu as rempli tous ces critères-là, tu envoies ton dossier à l'association PGA, tu vois, et PGA va dire, tiens, vu que tu as participé au financement, tu as construit le projet artistiquement, tu as fait le casting, tu fais partie de cette association-là, des producteurs, cette organisation-là, tu vois. Et c'est comme un lobbying, ça veut dire que dans cette organisation-là, tes membres de l'organisation, à côté de toi, tu as des gros producteurs, tu vois. Du coup, tu peux parler, je sais pas moi, peut-être à Spielberg, tu vois, tu peux demander au directeur général, tiens, ou bien une réunion, tu vois, un peu comme ici les SACEM, les trucs comme ça, tu vois. D'accord. Je peux voir Spielberg, c'est tout, c'est une espèce de lobbying, tu vois. Donc ça fait que le producteur délégué, entre parenthèses, aux États-Unis, c'est ce producteur-là. Maintenant, aux États-Unis, on est sur un business model de financement du film qui est purement financier. Ça veut dire qu'un film aux États-Unis, il est conçu et imaginé comme un produit qui doit gagner et rapporter de l'argent. Donc ça veut dire que dans ce risque financier, tu as plusieurs personnes qui interviennent. Donc du coup, tu as aussi ce qu'on appelle aussi des producteurs exécutifs, executive producer. Ça veut dire que tu vas avoir un producteur, tu vas remarquer dans les films américains, il y a toujours des crédits de 10-15 producteurs. Oui. Et tous, tu vas voir par exemple, tu vas remarquer que c'est pas tous qui ont le crédit PGA. D'accord. Executive producer, c'est quoi? Ça veut dire que par exemple, le producteur, il avait un budget, et son film faisait un certain budget, et il avait besoin peut-être de 10-15% de son budget, ou bien il avait besoin de deuxième ou troisième rôle, d'avoir tel ou tel acteur qui allait grâce à cet acteur avec lequel il allait pouvoir décrocher une part de son budget, c'est le distributeur. Du coup, il fait appel à un autre producteur qui est sur le marché, qui connaît, qui aime bien le projet, qui lui a peut-être des relations déjà avec un financier ou un distributeur, qui va compléter le budget, ou bien tel acteur ou deuxième, troisième rôle qui va venir parce qu'il sait qu'il est là, et puis ça va déclencher des sous. Donc, du coup, il a un crédit de producteur exécutif. Producteur exécutif aux États-Unis, c'est la personne qui a participé au financement du film, mais c'est pas la personne à l'initiative du projet. D'accord. Donc voilà la différence entre la France et les États-Unis, où le producteur délégué il fait tout. Voilà. Ok. Donc le producteur exécutif, il a participé. Voilà. Il a mis un peu de ses sous. Non. Il peut avoir mis ses sous directement s'il veut investir, on appelle ça en equity, ça veut dire en risque, en capital risque pour parler français, en capital risque directement. Il peut avoir faire ça. C'est ce que font les grosses boîtes de production aux États-Unis, les gros producteurs qui ont les trésoreries, qui ont les fonds de ça, ou bien tout simplement qui ont aussi ce qu'on appelle des studio deals avec des studios. Ça veut dire que il a un deal avec un studio qui lui dit tiens, je te donne une enveloppe de tant de millions sur 5 ans. Et en fait, tu m'amènes les projets que toi tu penses, parce que le studio a une confiance à la vision artistique et à l'instinct de sentir le marché de ce producteur-là. Et donc en fait, il peut dire bon voilà, sur ce projet-là, moi je suis coproducteur, je veux acheter par exemple les droits de distribution sur le marché américain. Et le studio développe l'argent dans son enveloppe qui fait partie de son studio deal. Donc ça peut être ça, ou bien ça peut être un petit producteur comme moi. Moi j'ai fait ça sur certains films, voilà. Et sur le film d'ailleurs que j'ai fait, bon, sur le premier film que j'ai fait, j'avais plus un rôle de producteur, mais j'ai pris juste le crédit de producteur exécutif parce que bon voilà, je voulais aller vite, tout ça. Mais c'était
un petit producteur, un producteur indépendant, ce qu'il peut faire, c'est connaître des gens qui peuvent investir un ticket financier pour compléter le budget d'un producteur et qui va compléter son budget pour qu'il puisse tourner, pour qu'il puisse finaliser son film. D'accord. Ok, moi je croyais au fait, dans ma tête, le producteur exécutif, c'est pas forcément le gars qui a mis de l'argent, c'est le gars qui est responsable, pas forcément même du budget dans le film, mais qui est responsable du fait que le film il se termine, quoi. C'est-à-dire que le film il se fasse. Il y a d'autres personnes qui gèrent le budget, mais lui il est là pour. Tout à fait. Je comprends pourquoi cette confusion vient et c'est intéressant que tu poses cette question et je pense que tes auditeurs vont être intéressés par justement cette remarque que tu viens de faire. C'est qu'en France, effectivement, un producteur exécutif, si par exemple j'ai une prod à faire en France, j'appelle un producteur exécutif, c'est celui qui va garantir que le film se fait dans les temps et dans le budget que je lui ai donné. Tout à fait. Mais aux États-Unis, ça s'appelle un line producer. D'accord. Aux États-Unis, le line producer, c'est celui à qui tu donnes le budget et il est responsable de payer tout le monde et de faire qu'il n'y ait pas des dépassements de budget par jour. Mais ça, c'est un line producer. C'est pas dans le sens de l'appellation que nous on a ici en France. D'accord. En France, un line producer, on dirait que c'est un directeur de production ici pour nous en France. Tu vois. D'accord. Okay. Mais le problème, c'est que le directeur de production en France, il n'a pas des responsabilités aussi énormes qu'un line producer aux États-Unis. Moi, j'ai vu sur les films que j'ai fait aux États-Unis, le line producer, c'est carrément, c'est lui qui a les clés. Par exemple, le film que j'ai produit avec Randy Couture, tout ça et tout. Au départ, même, il ne devait pas avoir Randy Couture. On avait un premier investisseur qui avait mis de l'argent et tout. Et en fait, c'était pas moi qui avais géré l'équipe, c'était la coproductrice avec qui je travaille. Et ben, elle avait fait appel à un line producer qui en fait avait fait des erreurs et en fait on était en dépassement de budget. Donc du coup l'acteur qu'on avait au départ il pouvait pas rester plus longtemps que ça et tout, voilà, donc il a fallu le repayer et tout. Donc du coup ça a tout chamboulé et puis on a pu plus tourner, donc on a dû repartir sur un autre financement. Donc le line producer aux États-Unis il est très très important. En fait, c'est comme si tu lui confiais les clés de la banque, quoi. D'accord. Tu vois, c'est ça. Ok. Au fait, on va travailler. Je vais être franc transparent envers mes auditeurs. Je suis cinéaste, mais j'ai besoin de réapprendre mon métier. C'est pour ça que je m'entoure des personnes qui connaissent un peu plus de choses que moi. Et je vais apprendre des choses. On va échanger. D'autres personnes vont apprendre des choses. Avec plaisir. Mais dans un premier temps, en fait. Normalement, on commence par te présenter toi, par le fait que tu dises qui tu es, mais c'est une histoire qu'on est en train de raconter. Ouais. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, mais on n'est pas obligé de faire dans l'ordre. D'accord. De toute façon, c'est à nous le show, on fait ce qu'on veut. Tu vois. Donc là, maintenant, j'aimerais bien qu'on commence par tes débuts en tant que producteur, vu que tu viens du milieu de la musique. Tout à fait. Tout à fait. Bah, effectivement, moi, je viens du milieu de la musique. En fait, t'as produit qui? T'as fait quoi? Ben en fait, moi, quand j'avais 18 ans, j'avais 18 ans et tout, c'était l'époque de Bad Boy, Death Row, tout ça et tout. Et en fait, on était matrixés par les Bad Boy, les Death Row, tout ça et tout. Et voilà, on se disait qu'on pouvait faire la même en France, tu vois, avec deux, trois amis d'enfance qui vont aussi un peu évoluer dans la musique. Et en fait, j'avais monté un label à l'époque qui s'appelait La Frappe Record, avec un pote de mon quartier à l'époque, un mec qui faisait déjà des concerts à l'époque, qui faisait venir des Américains, tout ça. Il avait fait venir ODB à l'époque, il avait fait venir Busta Rhymes et tout. Et en fait, c'était un mec de mon quartier qui s'appelait Los, tout ça. Los, c'est un grand monsieur. Ouais. Il a fait les DVD, il a fait les premiers documentaires. Là. C'était avant, mais lui c'était un mec de mon quartier. C'était un mec de mon quartier. 19e. Voilà, exactement. Moi j'ai grandi dans le 19e, effectivement. Je viens de Crimée-Riquet. J'ai grandi là-bas et tout, Lomire, Crimée-Riquet. Et en fait, moi, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, ma carrière artistique, elle débute en fait sur un quiproquo. Je suis un bon élève. C'est que moi je suis camerounais. Je viens d'une famille où on m'a toujours dit les études. C'est important. J'avais compris que je pouvais faire ce que je voulais dehors,
Mais l'essentiel, c'est d'avoir des bonnes notes à la maison. Voilà. Donc, j'étais bon élève. Et comme j'habitais le 19e, j'étais bon élève. Du coup, j'ai pu demander un lycée, parce qu'à l'époque, le lycée, au moins, si je devais être sectorisé dans mon lycée, c'était un lycée qui s'appelait Bergson. Et là-bas, c'était la merde et tout, tu vois. Donc, j'ai pu demander un lycée qui était dans le 9e, tu vois. Et en fait, dans le 9e, je suis allé dans un lycée qui s'appelait Lamartine, tu vois. Okay. Et j'arrive dans ce quartier-là. Dans ce quartier-là, il y a un mec et tout qui lui, en fait, était un petit jeune, un DJ, tout ça, il était DJ et tout. Et il me dit, ah ouais, tout, on allait chez lui, on écoutait ça. Il me dit, ouais, tiens, faut que je te présente un mec et tout. Son grand frère, il fait du rap, tout ça, nanana. Et en fait, son grand frère, c'est quoi? C'était un mec qui était dans le premier groupe de Cut Killer. D'accord. Il s'appelait Original MC. Ok, ok. Et ils étaient signés dans un label où il y avait d'ailleurs Kerry James à l'époque et tout. Un label qui s'appelait, je sais pas quoi. C'était un label en fait qui faisait de la dance, mais en fait ils voulaient se mettre dans le rap. Et ils avaient signé Original MC, le premier groupe de Cut Killer, et le groupe Ideal J, tu vois, le premier groupe d'Ideal J. Tu vois, quand ils étaient petits, Alix et tu vois le mec là. Et en fait, Daddy Kerry. Voilà, tout à fait, exactement. La vie est brutale, tout ça, c'est sorti là-bas. Exactement, c'est sorti là-bas, tout à fait, tu vois. Et donc moi en fait, dans le 9e, je rencontre le petit frère de ce mec là, qui lui montait un groupe, tout ça et tout, de rap et tout, et tu sais, t'es jeune, tout ça, voilà, tu veux rapper, t'écris des textes, on était tous matrixés, tout ça. Et donc lui, son frère, comme il était déjà un peu dans le business avec Cut Killer, il a réussi à lui avoir un deal à l'époque, tu vois, avec Warner, avec un producteur étranger italien, sous une forme d'une licence, tu vois. Et donc moi, je faisais un peu les bacs, tout ça et tout, j'écrivais un peu de texte, tu vois, et tout. Bref, j'étais dans le show, quoi, tu vois. Et après, je me suis pris au truc, je suis tiens, on peut rapper, tu vois, t'as 17 ans, tu touches un chèque de Warner, je crois à l'époque, t'avais 17-18 ans, tu touches un chèque de Warner de 10 000 euros. Ah ouais. Tu vois, t'es content, tu vois. Tu dis, ah ouais, c'est mortel cette histoire, tu vois ou pas. Et donc, mais après, ce qui s'est passé, c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur le business. Quand nous, on était encore à la MJC, le karaoké. Voilà, exactement. Vous étiez déjà chez Warner. Ouais, nous, on était chez Warner et tout. On était dans les studios, même, il y avait des studios, comment ça s'appelait les studios là, à Porte de la Chapelle, il y a des studios. J'ai rencontré les gars de Réciproque, tu vois, les gars de Montfermeil là et tout, bonne vibe. Basse-Cour, voilà, c'était des vrais négros, ça, des vrais renois, tranquilles et tout. J'aimais bien leur vibe et tout, le mec de Réciproque, la Case et tout. On les rencontré dans les studios, tout ça et tout. Bref, c'était une bonne époque, tu vois. Et donc, mais ce qui s'est passé, c'est cette époque-là qui m'a ouvert les yeux sur le business quand j'avais 18-19 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Warner avait déjà préfinancé le projet, ils avaient déjà une avance. Le mec, on était parti à New York, bon, pas moi, mais le mec avec qui chantait, lui, il était parti à New York enregistrer une partie des morceaux et tout. Et en fait, il s'appelait Vincent. Tu vois, Sans Transition, ça s'appelait le groupe. D'accord, en fait, ça s'appelait Sans Transition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le producteur, il est parti avec le reste de l'argent. Ah ouais. Tu vois pas. Et moi, j'étais parti voir le manager de mon groupe et tout. Je fais, mais quand est-ce qu'on fait le clip, tu vois, comme un gamin, quand est-ce qu'on fait le clip, quand est-ce que ça continue? Il me dit, non, mais c'est fini. Je fais, comment ça, c'est fini? Il fait, il n'y a plus d'argent, le producteur, il est parti avec l'argent. Je dis, mais il faut être producteur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut partir avec l'argent. Ouais, non, faut partir avec l'argent. C'était pas pour partir avec l'argent. Mais j'avais compris que le producteur, c'était lui qui était à la base de tout, tu vois. Parce que moi, c'était comme un rêve, un peu, petit truc de rêve d'enfant, tu vois. Et je comprenais pas, tu vois. Il disait, mais non, mais c'est le producteur. Parce que du jour au lendemain, non, on va plus chez Warner, on va plus tout ça, tu vois. Donc, j'ai compris qu'il fallait que le producteur. Et par rapport à ça, à l'époque, tu vois, à l'époque, le milieu hip-hop, c'était un milieu où tout le monde se connaissait. Ça marchait beaucoup ensemble et tout. Et j'avais rencontré un mec d'Aubervilliers, de ça, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Poet Top Jazz. Ouais. Je me souviens de ce groupe-là. Voilà, exactement. Et c'était un pote à moi, il s'appelait Jean-Marie MJ, tu vois. Et c'était des mecs, ils étaient très doués, tu vois, en chant, ils étaient très forts et tout. Ouais, Poet Top Jazz. Il n'y avait pas Hachim, non? Non, c'était après Hachim, ça, tu vois. Il n'y avait pas Vibe non plus? Vibe, il y avait Vibe dedans, il y avait Vibe, tout à fait. Vibe sort de ce groupe-là. D'accord. Et ils étaient signés chez Warner, East West à l'époque, tu vois, ils avaient un gros contrat et tout. Et les mecs, ils étaient super doués, tu vois. Et moi, je connaissais un groupe de chanteuses qui chantaient. Et j'avais compris, en fait, que ces mecs-là pouvaient apporter artistiquement à ces filles-là, tu vois,
Donc avec MJ, on avait décidé de monter un label de filles un peu comme à la TLC et tout. Yes, yes. Et c'est ce qu'on avait fait. On avait monté un groupe qui s'appelait Exclusive, tu vois. Aïe, avec un label, tu vois. une tuerie, c'est une tuerie ce Donc, groupe-là. Effectivement. Ils sont venus à Rouen même, ma ville. Là. Ben voilà, Ils sont venus jouer c'est là-bas. moi qui avais produit ça à l'époque. C'est moi D'accord. qui produisais ça, effectivement. Ok. Tu vois. Et donc, on avait fait ça. Et après, ils ont même fait la compile avec Sectora, Indigo, ça et tout ça. Mhm. Mais après, ça aussi, j'ai eu une mauvaise aventure avec ça. C'est que c'était des filles, vraiment, c'était des artistes qu'on avait pris de zéro, de rien. Tu vois, ça veut dire, on les avait fait répéter. C'était rien, elles connaissaient rien, tu vois. C'était des jeunes filles, quoi, tu vois. Et il y avait tout un projet derrière. Mais elles étaient déjà en groupe. C'était déjà un Non, groupe non, ou non. c'était un peu Non, c'était entre nous guillemets qui boys band. C'était girls band. Non, c'était un girls band. Ça veut Yes. dire qu'il y en avait une qui chantait déjà de son côté. Mhm. On avait pris une autre là qui s'appelait Sandy Lui, qui était super talentueuse, qui chantait super bien et tout. Elle avait vraiment beaucoup de talent, cette fille. Et bref, on avait constitué un groupe et vraiment il y avait une super dynamique, tu vois. On les faisait répéter, on payait des trucs et tout. Bref, un travail de producteur. Mais après, c'est passé, ils ont eu du buzz et tout. D'ailleurs, à l'époque, j'avais contacté Hill de X-Men. Ok. Un autre frère Oui, j'ai écouté, ouais. Voilà, un autre frère camerounais et tout, Ouais. je l'avais dit et tout. Il m'a dit, Il je a kiffe posé. la vibe et tout, il a posé et tout. En plus, on avait des amis en commun et tout. Tout ça, et il a kiffé, nanana. Bonne vibe, tu vois, le morceau, il passait tout le temps en radio sur MCM aussi. MCM, Ado FM, tout ça et tout. Mhm. Donc, bon, les jeunes artistes, des fois, ils sont pas préparés à ce petit succès. Bah oui. Donc, très rapidement, ça a un peu dégénéré. Pas dégénéré, mais bon, tu vois, ça a commencé à changer les rapports, les relations. Et donc, moi, j'étais un peu, à l'époque, c'est vrai que j'étais un peu jeune, j'étais un peu trop dur, tu vois, j'étais un peu trop dur. J'avais pas la même diplomatie, le recul qu'aujourd'hui. Donc, je me faisais passer un peu pour le méchant, tu vois. Le temps, c'était déjà de l'argent, quoi. Voilà, le temps, c'était de l'argent, effectivement, parce que, bon, tu vois, effectivement, le temps, c'était de l'argent parce que, justement, j'étais partenaire là-dessus avec mon pote Lost, tout ça et tout, tu vois, qui lui faisait plein de business, il avait une société, il faisait venir des artistes américains. Et moi, très rapidement, j'ai eu ce côté-là d'entrepreneur où, effectivement, il fallait rentabiliser, tu vois. Et ça, sur ce groupe-là, on avait eu un contrat avec un label d'une division de EMI qui s'appelait Real Up, qui faisait partie du groupe AB et tout. Donc, le business, je m'étais déjà intéressé à ça, tu vois. J'avais essayé de comprendre comment ça marchait aux États-Unis. Et donc, l'aventure avec ce groupe-là, ça s'est terminé parce qu'après, bon, elles ont eu des propositions d'autres maisons de disques et tout pour faire. Elles ont dit non, on ne peut plus travailler avec toi, il faut qu'il n'y ait pas de problème. Et ça s'est arrêté. Et à cette période-là, dans les bureaux qu'on avait à l'époque, tu vois, dans les bureaux qu'on avait, il y avait 18 ans, vous aviez déjà des bureaux. Ouais, on avait des bureaux, mais en fait, tout, si tu veux, moi, en fait, c'est pour ça que, bon, tu vois, moi, j'ai toujours eu ce truc-là, en fait, d'aider et de pousser les gens dans leurs projets, parce que tu sais comment j'ai eu des bureaux? C'est un mec de notre quartier, tu vois, c'est Saïd Tagmaoui. Oui, tu vois. Oui, la haine. Lui, ouais, qui traînait aussi dans le 19e, tout ça et tout, qui écoute notre son avec Lost, tout ça et tout, et qui lui connaissait un producteur de clips. C'était un gros producteur de clips à l'époque, qui s'appelait Georges Hanouna. Oui. C'est lui qui avait fait le clip I Am, tu sais, la guerre des étoiles là et tout. Okay. À l'époque, c'était une tuerie parce que le clip, ça avait coûté 1 million de francs. Ah ouais. Tu vois, à l'époque, il y avait pas plus cher en France. On n'a jamais fait plus cher. Tu te rappelles le clip où je sais pas comment ça s'appelait, l'Empire Attaque, là, je sais pas, ils avaient fait une production de ça. Mais en fait, lui, il avait écouté nos sons et tout ça. Il avait dit non et tout, prenez des bureaux ici, restez là. Il nous avait amené à BMG. On avait signé un contrat de publishing à BMG et tout. Il avait dit non, restez là, moi je vous mentor. Restez là, les clips, on va tout faire, nanana, tu vois. Et à cette époque-là, dans ces bureaux, lui, c'était un mec très intéressant et je pense que c'était vraiment les vrais producteurs de l'époque. Ça veut dire lui, ça avait repéré des jeunes talents. Et il avait repéré un jeune talent, un jeune Camerounais qui avait fait un petit clip pas trop cher à l'époque qui passait sur MCM, un clip qui s'appelle de Kesha, tu vois. Et c'était un jeune réalisateur qui s'appelait Squall. D'accord, ok. Et Squall passait son temps là-bas. Bah ouais. Squall passait son temps là-bas, apprendre, à trouver, à attendre du boulot et tout. C'était un jeune réalisateur et tout.
Et moi, j'étais comme les Camerounais, Bah ouais. on a bien accroché. En plus, on connaissait aussi des gens en commun. Et pour moi, avant tout ça, la réalisation, c'était un milieu abstrait, le cinéma, tu vois. Je disais, Mhm. comment Ouais, faire un mais film t'es déjà quand même un petit peu connecté avec Saïd Dagmaoui. Oui, mais un peu. c'était vague un peu, tu Mhm, vois. C'était mhm, vraiment très vague, mhm. tu vois. Il faut savoir que La haine est déjà sortie. oui, la haine est sortie. Il est déjà. Oui, il était Saïd même à de la Cannes haine. et tout et tout. D'accord. J'ai même des anecdotes intéressantes là-dessus. La haine est sortie, il était déjà connu entre parenthèses et tout. Ouais, non. Il est déjà médiatisé, il est déjà connu, tu vois. Mhm. Mais en fait, c'était très loin. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'on est à une époque où on parlait de tourner un film, ça coûtait vraiment cher. Tu vois, tu tournais en 16 mm, tu tournais Bah oui. en 35, c'était de la pellicule, c'était pas accessible comme maintenant. Donc c'était très abstrait. Et c'est on va dire, en fréquentant et en parlant avec Squall et tout, qui me dit non, tu vois, c'est accessible, il m'explique, nanana. Et là, je me dis, ah ouais, finalement, c'est pas mal. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que lui, en fait, quand j'ai pu voulu faire de la production musicale, lui, ça tombait à un moment où il montait sa boîte. Et ben moi, je suis parti travailler gratuitement dans sa boîte pendant quasiment 8-9 mois, tu vois. Bon, j'ai pu le faire, pourquoi? Parce que j'avais bossé, en attendant, je crois que j'avais fait plein mal de petits jobs avant. Donc j'avais des acédiques. J'avais des acédiques pendant 1 an, tu vois. Et donc pendant ces 1 an-là, Tu complétais. je Tu avais, en j'ai- plus, les acédiques, à l'époque, c'était beaucoup. C'était Voilà. genre trois quarts de ton salaire. Voilà, c'était même Mais jusqu'à est-ce que tu- 90%. Voilà. Jusqu'à 90%. Et ça baissait à partir de 75%. Au bout de 4 mois, c'était 70%, un truc comme ça, je sais pas quoi. Et toi, quand t'es jeune, tu réfléchis en mode, attends, je suis payé pour rien, en fait. Bah oui, J'ai de moi- l'argent, j'ai moi- du temps libre pour faire mes business. Tu sais comment je faisais mes mises à jour. Je sais pas si je peux le dire, mais. Tu peux. C'est à nous le show. Ah ouais. On Moi, peut je tout faisais dire des ici. mises à jour quand on faisait chercher du travail. T'appelais, il y avait un téléphone. Tu dis, est-ce que je cherche encore du travail? Oui. Avez-vous trouvé du travail? Non. Est-ce que vous voulez toujours travail? Oui. Boum, c'était fini. Et le mois t'étais pas doublé. Vous cherchez dans quoi? Dans tout. Ouais, voilà. Et c'était comme ça. Et pendant 9 mois, c'était comme ça. Mm. Donc pendant 9 mois, comme j'avais ces acédiques-là, ça m'a permis de travailler à l'époque, d'être en stage à côté à l'époque chez Focal, tu vois. Chez Ouais. et tout, voilà. Et donc lui à l'époque, il faisait beaucoup de clips. Bah tu vois, oui, quoi. il a fait tout. Il a fait Exactement. les necks marrons, il Ah a non, fait il les était, le bilan, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui qui a Exactement. fait aussi le clip avec Organize, avec les hélicoptères, exactement, tout ça là. Il a fait. exactement. Focal, c'est un truc de malade. Exactement. Même le nom, il tue. Ça fait Focal, Voilà. ça fait cinéma un peu. Voilà, exactement. Donc, sur la partie technique et réalisation, c'est sur l'aspect du cinéma, c'est là-bas que j'ai appris. Tu vois, comment on faisait, comment on pouvait faire un film, comment on faisait des images, tu vois. Et ensuite, après, j'ai eu envie de faire mes propres trucs, mes propres projets. Et j'ai commencé par faire des émissions télé que j'ai livrées à AB, à Zik à l'époque, tu vois. Oui. Zik, Qui était une vraie chaîne ouais, aussi. qui était Hein. une vraie chaîne, je leur livrais des émissions télé et tout. Et à la suite de ça, comme nous, moi j'ai un ami qui a grandi avec nous d'ailleurs, qui a travaillé dans la haine, tu vois, qui était directeur de casting dans la haine et qui était un ami à nous aussi de cet entourage-là, de l'os, tout ça et tout. Lui, après la haine, 1 an après, il est parti s'installer aux États-Unis. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on est resté. Aujourd'hui, je peux dire c'est grâce à lui que j'ai travaillé sur les États-Unis. Parce qu'en fait, tous les étés, on allait là-bas, t'allais à New York, on allait chez lui, il avait un appart dans le Bronx, tu vois. Et on allait pour acheter de la sape et on menait la vie d'Américain, quoi. On avait un appart à l'œil, tu vois, on allait là-bas, tu vois. Et puis lui, en fait, c'était un carré, en fait, parce que lui, en fait, c'est un Iranien marocain. D'accord. Avant d'arriver en France, il avait vécu 10 ans aux États-Unis. Ok. Tu vois. Donc il est venu, il parlait américain, tu vois. Et il avait des amis à Spanish Harlem, des amis d'enfance qui se rappelaient de lui. Donc quand on était là-bas, on était intégrés, on était des carrés, ouais, on est les potes de l'autre, tu vois, avec le Micain. Donc en fait, grâce à cette relation-là, j'ai pu tisser le lien avec New York, faire mes allers-retours. D'accord. Et comment je me suis mis au business par rapport aux États-Unis, c'est que Zik, en fait, ils avaient une problématique, c'est qu'ils voulaient pas payer beaucoup, en fait, les clips français, les SACEM, tout ça et tout, ils voulaient pas produire. Donc ils m'ont dit, tu sais quoi, est-ce que tu connais pas, tu peux pas nous nous acheter des contenus de rappeurs américains ou tout fait déjà et tout ça aux États-Unis, comme ça passe. J'ai fait ouais, ok.
des clips américains, tout ça et tout et tout aussi. Ok. Et en fait, moi, j'avais un contrat avec eux, c'est moi qui leur livrais tous les clips américains qui passaient là-bas parce que je faisais acheter les droits aux rappeurs américains. Donc ça m'a appris, tiens, le côté, il y a des droits, il y a des licences, tu vois ou pas. Donc tu vois, en France, avec Foca, j'avais appris que tu produis un contenu, mais après, donc en fait, tu peux le licencier, tu peux le vendre sur divers marchés. Tu vois. Donc ça m'avait donné cet aspect-là. Et aussi, ce qui m'a mis dans le cinéma, c'est que à un moment, on arrive à une période où les budgets, l'industrie de la musique commence à chuter et les budgets de clips deviennent de plus en plus maigres. Et en fait, tu te rends compte que tu vas pas bien gagner ta vie en faisant du clip. Pourquoi ? Parce que tu as tout un staff à payer, tu as toute une équipe à payer. Ouais. Et en fait, toi, en tant que réalisateur, producteur, ça va être un peu chaud, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. T'as les jeunes qui font tout. Ils font tout. C'est ça qui est bien parce que. Ils tournent, ils montent. Exactement, ils ont appris maintenant avec talonnent. Exactement, ils font tout. Donc, ils sont dans cette nouvelle économie-là. Et à notre époque, c'était pas ça, en fait. Oui, c'était. Justement, je voulais te demander, Pasquale, est-ce qu'il arrivait juste avec ses notes dans la tête ou même est-ce qu'il avait une équipe? Ça se passait comment? Ah oui, non, c'était l'époque du réalisateur de cinéma. D'accord. Ça veut dire que sur des budgets de clips, ça touchait, si je te dis qu'on était sur des budgets à 150 000, 200 000 euros, tu vas pas croire. Aujourd'hui, ça paraît impossible. À l'époque, on était sur ce genre de budget-là. Donc lui, il arrivait, c'était vraiment le metteur en scène, comme dans un film en fait. Tu vois, ça veut dire, dans un film, le metteur en scène, il touche pas la caméra, c'est rare. Oui. Il prépare, le chef-op prépare son set, son setup, tout ça et tout, mais il touche pas la caméra. Dans le clip aujourd'hui, travailler dans ces conditions, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que les budgets ne le permettent plus. Tu vois ? Donc en fait, c'était parti de cette époque-là, ça faisait partie de cette époque-là. Mais moi, quand je suis rentré dans le clip à cette époque-là, j'en ai fait 1 ou 2 ou 3 et j'ai vu que ça commençait à baisser. Donc très rapidement, j'ai commencé à chercher des solutions pour pouvoir pallier au manque de financement. Et je suis rentré, j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui est placement de produits dans les clips. D'accord, ok. Et j'ai commencé par là, dans le placement de produits dans les clips, aux États-Unis. Parce que aussi, j'ai fait une rencontre très importante dans ma vie avec un mec qui avait une grosse agence de marketing à New York, qui s'appelait White House Marketing. Et c'est un mec qui a fait les campagnes, qui avait des campagnes pour Puff Daddy. C'était un ancien de Sony Music à New York. Il a fait des campagnes pour Jay-Z, Puff Daddy, pour Bloomberg, même pour Barack Obama. Lui, en fait, c'était un mec, c'était le numéro 1 à l'époque du marketing urbain aux États-Unis. Il le faisait pour les maisons de disques, il le faisait aussi même pour le Parti démocrate. Donc, avec lui, j'ai beaucoup appris et surtout, il m'a ouvert un réseau là-bas, tu vois. Il m'a ouvert un réseau qui fait que donc j'ai pu faire des placements de produits dans des clips, tu vois, et il m'a appris le métier. Et à partir des placements de produits dans les clips, comme je commençais à apporter des solutions, il y a des producteurs indépendants qui faisaient leurs petits films aussi, qui me disaient, tiens, je fais un film, tu veux pas me trouver aussi des partenaires, des opportunités de placement de produits. Ok. Tiens, on fait un podcast. Tu veux pas nous trouver? Oui, ça c'est possible. C'est deux solutions. C'est envisageable. Ok. C'est envisageable. Mais donc je vais terminer comment je suis venu au cinéma. C'est que c'est au contact de ces producteurs indépendants là qui avaient ces besoins là, en comprenant leur montage, comment ils faisaient, et vu que moi ça rejoignait mes idées de départ, que je me suis dit, un jour, moi aussi, il faut que je raconte mes histoires. Oui. C'est là que j'ai compris, tiens, comment on maîtrisait toute la chaîne, en fait. Donc, à partir de là, j'ai dit, je vais essayer de monter mes propres projets. Et c'est comme ça que je suis arrivé à vouloir produire des films, tout à fait. D'accord. En gros, tu as connu un peu d'abord comment le système il fonctionne avant de commencer à écrire, en gros. Moi, j'écrivais déjà des petits trucs de mon côté, tout ça et tout. Des films. Ouais, des petits trucs de mon côté. Mais tu sais, en fait, je me suis rendu compte que en France, c'était pas fait pour moi. Pourquoi ? Parce que en fait, le système du cinéma français, il marche beaucoup par cooptage. D'accord. Tu vois, je sais pas si on dit cooptage ou cooptation, je sais pas. Bref. En fait, ce qui veut dire que tu dois être accompagné par quelqu'un. D'accord. Donc, c'est un cinéma qui est subventionné pour la plupart. Ça veut dire quoi ? C'est vraiment le modèle de financement du cinéma français. Il est vraiment à l'image de la société française. Ça veut dire qu'on est dans une hypocrisie totale. On est dans un système, soi-disant, culturel subventionné par l'État. Mais en même temps, on a un peu de privé. Pourquoi ? Parce qu'on oblige les chaînes de télé à faire des préachats. Or, ces chaînes de télé répondent à une exigence
financière de marché qui est de faire de l'audience. Donc c'est pour ça que la plupart des films français qui sont bien financés sont des comédies. Parce que eux, quand les plus gros chèques que vont faire les chaînes de télé, c'est pour voir toute la famille à 20h devant l'écran de télévision. C'est pas pour voir un film d'horreur. Ouais, parce qu'ils ont prévu qu'ils allaient le racheter. Donc, Exactement, tu as tout à fait compris. C'est pas pour voir un film où on va égorger la grand-mère qui va passer à 20h, ça c'est pas possible. Donc on est dans ce dilemme-là qui est bien français entre on fait du business, on sait pas, tu vois. Et même dans ce système français-là, pour pouvoir avoir accès au financement, il faut que tu viennes d'abord à côté d'un producteur qui est déjà le pied dedans. Ça veut dire qu'en France, regarde comment ça marche. Aux États-Unis, tu fais un film, tu te lèves un matin, tu as trouvé les moyens de faire ton film, tu fais ton film. Tu trouves un distributeur, t'appelles, voilà mon film, il te dit tiens, vas-y, je distribue, c'est ton problème. En France, tu peux pas faire l'erreur de faire ton film d'abord et puis après tu dis j'ai fini le film. Non. Pourquoi ? Parce que ils veulent participer depuis le début ou en fait, ils veulent que tu fasses partie de la famille. D'accord. Et comment ça se passe ? Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu aies un numéro de CNC. Le numéro de CNC, c'est une autorisation du CNC qui te permet de l'autorisation d'avoir un distributeur. C'est un peu con, tu vois pas. Un distributeur, ça devrait reposer sur l'idée que tiens, il y a un public, il y a un contenu, il y a une audience qui va payer, point barre. Non, ils disent, avant que ton projet rencontre son public, il faut que tu passes par nous. Et généralement, pour un jeune producteur, je vais te dire, je vais pas dire c'est impossible, mais c'est quasi impossible. Pourquoi ? Parce que pour avoir ce numéro de CNC là, ça veut dire que tu as tourné le film avec toutes les conditions de la législation française. Bah oui. Donc ça veut dire que si par exemple tu as fait tes mecs, ils ont fait des heures sur le plateau, ils étaient payés 50% en plus des heures sup, ils avaient droit à un café à midi, une petite baguette, tu vois, tous les trucs que forcément un producteur indépendant n'a pas forcément les moyens de faire. Bah tu oui, vois, sur les règles, parce que tu es à l'arrache, c'est très bien le cinéma, tu es à l'arrache, tu fais ça tout ça et tout. Donc le producteur indépendant ne pourra jamais avoir tout seul, on va dire, ce numéro de CNC. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il doit s'associer avec un producteur qui a pignon sur rue, qui va dire ok, j'aime bien ton projet et tout, nanana. Donc en fait, tu dois te mettre dans la file d'attente d'un producteur qui a pignon sur rue et qui veut bien faire ce projet. Donc j'ai bien compris que, vu que déjà, bon moi, je suis d'origine camerounaise, on a une certaine origine, les mecs, c'est des histoires qui les intéressent pas, tu vois, nos histoires, en gros, ils s'en foutent, hein, tu vois, bon, voilà. Et en plus de deux, j'ai compris qu'un film, ça se finance par rapport à des acteurs, mais bon, maintenant, c'est vrai que depuis un certain temps, tu as quand même commencé à avoir des acteurs noirs sur qui peuvent reposer le financement d'un film. Bon, il y a Omar Sy, mais bon, il n'y a que lui pour l'instant, tu vois, il y a peut-être un ou deux encore, mais c'est une époque où il y a quasiment pas d'acteurs noirs avec qui tu peux monter un film, tu vois. D'accord. Donc je me suis dit, déjà les acteurs français, bon moi c'est pas mon truc, tu vois. Faire des comédies, bon c'est bien sympa, mais c'est pas vraiment ça que j'ai envie d'explorer. Et côté business, non c'est pas comme ça que je fais les choses, donc c'est pour ça que je suis parti vers les États-Unis. Voilà. Et tu es resté longtemps là-bas ? En fait, tu fais beaucoup d'allers-retours. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Là, j'en fais un peu moins parce que bon, maintenant il n'y a plus besoin. Au début, je faisais beaucoup d'allers-retours en fait, et pour faire mon réseau et pour faire mon réseau, ouais. Mais bon, depuis avec Internet, une fois qu'en fait t'as fait un certain réseau, ben t'as plus besoin d'être là-bas sur place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as besoin de quelque chose. C'est comme partout, t'as pas besoin. Si t'as l'argent, t'as le bon projet, tout ça. Bon voilà, tu fais. Tu vois, t'as plus besoin. Tu vas seulement si t'as un rendez-vous spécifique et tout, tu vois. Au début, c'est vrai que je faisais beaucoup d'allers-retours. D'accord. On est sur aujourd'hui, le thème principal, c'est créativité et stratégie. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est, tu vois, moi je suis artiste, tu vois, j'ai faim, j'ai juste envie de faire mon film. J'ai pas forcément envie de réfléchir à ouais, il va plaire à qui, machin et tout. J'ai mon idée, je sens que mon truc qui va plaire, qui me plaît déjà et qui va plaire à du monde. J'ai les moyens peut-être de le tourner parce que je m'entends bien avec tel studio, je m'entends bien avec tel chef-op, il y a certaines personnes qui peuvent m'aider pour tout ce qui est machinerie, tout le reste quoi. Et mais je sens que je peux y aller. Pourquoi c'est pas possible de travailler comme ça ? Ou est-ce que c'est possible de travailler comme ça toujours ? C'est possible, je dirais pas que c'est pas possible. Seulement en fait, il faut l'envisager. Le problème en fait, c'est que
Bon, c'est vrai, on parle beaucoup de business Mhm. dans ce métier-là. Et d'ailleurs, moi, j'ai une anecdote. Quand j'avais rencontré, j'ai un, bon, je peux pas dire, j'ai une bonne relation, on va dire, avec un gros acteur américain. Tu vois, un gros acteur américain, je sais pas, tout le monde tu dois connaître, c'est Jamie Foxx, tu vois, et tout. Ouais. Et au départ, quand je l'avais rencontré et tout, et on parlait beaucoup de cinéma et tout, et j'avais dit, qu'est-ce que toi t'aimes pas aux États-Unis sur le business? Et il m'avait dit un truc, au départ j'avais pas percuté, mais c'est après le temps que j'ai percuté ce que je veux dire. Il m'avait dit, ce que j'aime pas aux États-Unis, c'est que c'est trop du business. Mhm. Et il y a moins le côté artistique. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de business. Pourquoi? Parce que c'est un contenu, c'est un truc qui doit se monétiser, sinon on peut pas vivre de ça, tu vois, il faut qu'il y ait un marché de ça. Mais à la base, effectivement, c'est un métier créatif. Tu as envie de raconter une histoire, tu as envie de créer des émotions. Oui, c'est bien, tu as le droit de le faire, tu peux le faire. Tu peux même le faire en partant d'ici aujourd'hui, tu as une idée d'histoire, tu peux la faire. Mais maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir une stratégie D'accord. stratégie de diffusion. Ça veut dire que tu dis, ok, je veux faire mon film tout seul, mais quelle va être ma stratégie de diffusion et de distribution? Tu as deux options. Aujourd'hui, c'est la technologie qui nous permet d'avoir cette deuxième alternative. Aujourd'hui, tu as le digital. Ça veut dire que tu peux faire ton film, c'est vrai, si tu veux, de A à Z, et tu peux le mettre sur YouTube. Tu vois ou pas? Tu peux même aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des streamers comme Tubi, je sais pas si tu connais Tubi, aux États-Unis. Encore, ouais. Voilà. Si jamais tu le tournes en anglais, tu vois, c'est ça aussi qu'il faut aussi. Il faut aussi. Quand tu penses, voilà, tu es indépendant aujourd'hui et tu penses diffusion, il faut pas se limiter à un marché. Parce que le marché francophone, il faut se l'avouer, c'est petit le marché francophone. J'avoue, on en parle souvent quand j'essaie de te pitcher un projet. Tu me dis, mais c'est tourné au Cameroun, en où? Anglophone, partie anglophone ou francophone? Ah, c'est en français, c'est machin et tout. Tu vois, parle-moi un peu de ça. Exactement. Le marché francophone, en fait, c'est quoi? Ça aussi, je l'ai appris quand quand j'achetais des programmes pour les États-Unis, pour le groupe AB. Ça veut dire que le marché francophone, je me rappelle, j'ai appris tout sur le tas. Hein. Ça veut dire, c'était French Speaking Territories. Ok. France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Basse-Caucasie. Ça veut dire, nous, l'Afrique, on n'est même pas dedans. Ah et ouais. moi, j'avais dit, mais pourquoi l'Afrique? L'Afrique m'a dit, vous payez pas. Tu vois ou pas? Il n'y a pas d'argent. Bon, maintenant, ça commence à changer. Peut-être il y a Côte d'Ivoire, tu vois, tu peux prendre les droits. Si en French Speaking Territory, il y a Abidjan, ouais, diffusion Abidjan, ok, ils ont un peu d'argent. Tu vois, mais le reste, chez nous, personne ne paye les droits des films, tu vois ou pas. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que déjà, tu te restreins, tu vois, tu es limité au marché francophone. Regarde les anglophones, ils font leurs films à eux. Ils ont l'Afrique du Sud, ils ont le Nigeria, ils ont le Ghana, ils ont l'Ouganda, ils ont la diaspora, ils ont même toute la diaspora africaine dans le monde. C'est tombé, leur marché, il est vaste. D'accord. Donc déjà, si déjà tu tournes ton contenu en anglais, déjà, tu as déjà une plus forte audience que tu peux viser, déjà d'une part. Et de deux, si tu tournes ton contenu en anglais et qu'il est qualitatif, tu peux trouver une alternative de distribution même sur le marché américain. Par exemple, voilà, il y a un streamer qui s'appelle Tubi. C'est un streamer. Eux, ils ont un business model qui est très simple. Eux, ils achètent pas cher les contenus, tu vois. Pas cher du tout. Par contre, ils vont te rémunérer par rapport à l'audience que ça va faire. D'accord. Ça veut dire la publicité que ça va générer. Il va avoir un revenu cher avec eux. Je sais pas, c'est 40-60 ou 50-50. Voilà. Imagine, tu as créé une audience. Là, par exemple, tu as ton podcast. Tu as créé une audience, ton podcast. Tu as une certaine audience qui est fidèle. Demain, cette audience-là, je sais pas, c'est 5-10 millions d'abonnés sur ta chaîne qui vont voir ton film. Ça fait quelque chose. C'est de l'argent. Et ces gens-là vont t'amener une monétisation que tu vas pouvoir partager avec le diffuseur là-bas. Tu vois. Donc maintenant, un créateur, quand il fait son contenu, un producteur, un réalisateur qui a fait son contenu, il faut qu'il pense à quelle est la sortie que je vais faire dessus. D'accord. Soit je vais le faire à la manière en indépendant, je vais faire tout seul. Soit l'alternative, on va dire, la plus classique, schéma traditionnel, je fais un beau film et après je l'envoie dans les festivals. D'accord. Quand tu l'envoies dans les festivals, c'est un avantage, c'est quoi? C'est que si tu prends des prix, tout ça dans les festivals, ça te donne du crédit. Tu vas pas gagner d'argent,
mais ça va donner du crédit en tant que réalisateur, en tant que producteur, qui fait que demain, tu appelles un producteur qui est... Il sait que, connu. t'as un prix. Ouh là là, t'as gagné un prix, donc Ok. écoute, tu vois ton projet, il va quand même regarder. puisqu'on Mais sait- est-ce qu'il regarde les films dans les festivals? J'ai l'impression que c'est devenu aussi coopté. On se tient la main, Oui, que c'est ça vrai. devient un peu du piston. Oui, c'est vrai, certains festivals et tout, effectivement. Est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils prennent le temps de regarder tous les films qu'ils reçoivent? Bon, certains festivals, effectivement, sont mieux que d'autres, je dirais. Mhm. Mais tu as quand même certains festivals. En fait, le cinéma, c'est une industrie qui fonctionne sur quelques piliers, dont, je sais pas si on dit le ou les festivals, dont les festivals en font partie. Mhm. Ça veut dire que tu as quelques festivals dans le monde. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu as des festivals, en fait, qui font partie des piliers du cinéma. C'est-à-dire que tu as Venise, Cannes, Sundance. Tu vois pas? Tu as Ouais. Tribeca aussi qui rentre là-dedans. Ça veut dire que si jamais tu prends des prix, t'es sélectionné dans un de ces festivals-là, eh ben ça y est, tu as ta carte de visite Mhm. pour n'importe quel producteur. Tu Mhm. vois? C'est comme ça que ça marche. C'est aussi une alternative. Du coup, ça fait que tu as produit ce film-là avec tes moyens et tout. Mais le prochain film, tu peux avoir beaucoup plus de financement. Pourquoi? Parce que ton prochain scénario, c'est même un gros acteur qui peut le lire, qui peut dire écoute, j'ai vu ton film là qui était pas cher et tout, que tu as fait, c'est génial et tout. Et il va dire oui, tu vois, c'est ton prochain film. Mhm. Tu vois? En fait, c'est ça. C'est choisir quelle route tu veux faire. D'accord. Aujourd'hui, c'est quasiment ça. Choisir quelle route tu veux faire. Tu dis, moi, je suis un artiste. Je veux vraiment qu'on reconnaisse mon talent en tant qu'artiste. Ben, je veux que ceux qui, entre parenthèses, valident mon talent, le valident. Ça veut dire, ça va être Sundance, Cannes, tout ça et tout et tout. Ou bien tu dis, moi, je suis un businessman, un artiste businessman. Et tu fais un peu comme Tyler Perry, tu vois. D'accord. Tyler Perry, il a maîtrisé toute la chaîne de A à Z. Il écrivait, produisait, distribuait, donc voilà, jusqu'à ce que maintenant il a un gros deal, tu vois. Donc c'est ces deux chemins-là qui sont possibles. D'accord. Parce qu'une fois, j'ai fait un film comme ça au Cameroun. Je me suis dit, écoute, allez, il faut bien que je trouve des sous pour faire le film. Du coup, j'ai commencé à écrire, mais mon écriture, elle était un peu comme si mon film, c'était... J'ai pensé mon film un peu comme si c'était un magasin. Je mettais que des placements de produits parce que je savais qu'il fallait que j'aille demander des sous à Brasserie du Cameroun, Camtel, telle autre boîte, ainsi de suite. Et... Non, en fait, toi, il faut savoir, celui qui écrit, c'est l'artiste. D'accord. L'artiste ne doit se préoccuper que de son art. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, c'est pas un panneau publicitaire. Non, arrête-toi là. Ça veut dire que moi, personnellement, quand je travaille avec des producteurs américains, mon travail, c'était de comment dirais-je, de trouver des opportunités de placement dans ce qu'il a écrit, dans le scénario. D'accord. C'était pas le réalisateur ou le scénariste qui avait écrit tiens, il y a une bouteille de coca là. Ouais. Tu vois, c'était moi qui disais tiens, bah là, tiens, il y a une marque là et tout. Nanana. D'ailleurs, en ce moment, je te fais une petite confidence en exclusivité. Yes. Parce que bon, en dehors de mon métier de producteur, je travaille aussi toujours en tant que consultant sur certains projets. Et en ce moment, par exemple, je fais un projet. Je travaille avec Emily in Paris, tu vois, avec les studios Paramount. D'accord. Il y a une marque et tout qui m'a approché, qui veut l'être dans le prochain Emily in Paris, la saison qui se tourne là, tu vois. Mais justement, c'est très intéressant comme anecdote. Ça veut dire que, bon, Emily in Paris, c'est une franchise, laisse tomber. C'est la journée de production, une semaine de tournage, toi et moi, on fait un film avec. D'accord. Une semaine de tournage, que ça leur coûte, ok? Le producteur, un des producteurs de Emily in Paris, il a reçu une belle offre. Hein. Ça veut dire que je lui ai fait une belle offre et tout de mon client qui est prêt à mettre une belle offre financière pour voir son produit placé dans l'émission, placé dans la série, utilisé par c'est Lily Collins et tout et tout. Le producteur, il m'a répondu ceci. Et c'est là que tu vois que c'est des producteurs qui connaissent leur métier, qui chacun est dans sa case. Il m'a dit, écoute, mon travail, c'est pas de forcer les scénaristes à mettre quelque chose dans le scénario. Si on voit que organiquement, ils disent organically, s'ils voient que naturellement, on peut mettre ton produit, bon, on le mettra.
et je reviendrai vers toi, tu vois. Alors que moi, bon, tu me dis, tu me fais une offre comme ça, mais je vais voir les scénaristes. Au fait, dis-lui qu'il y a du coca là. Dis, elle boit du coca. Non, le show marche tellement bien. Ils font tellement d'argent avec ça. Les scénaristes, c'est tellement les chouchous qu'on ne veut pas les déranger. D'accord. On est à la 5e saison. On a pris des millions avec ce qu'ils écrivaient, ce qui sortait de leur cerveau. Continuez comme ça, les gars. Est-ce que tu vois la différence? Ouais. On laisse les artistes être des artistes. Nous, on fait du business une fois que les artistes sont venus. On termine leur travail. Donc, c'est ça la logique, en fait. Ok. Voilà. Folie. Là, nous, on est en train d'aller en Afrique. On est en train de... Comme je disais au début, c'est un clin d'œil au festival Écran Noir du Cameroun. Ouais, je connais. Et le but on va continuer de tourner au Cameroun parce qu'à la base, le but, c'est de redonner au cinéma camerounais ses lettres de noblesse parce qu'on avait des petites perles à l'époque quand même. Tout à fait. Même toute l'Afrique francophone, on avait des vrais réalisateurs, des super productions. Exactement. Et depuis peu de temps, tout ça commence à disparaître. Et par contre, on voit le cinéma, le Nollywood prendre une ampleur fou. Exactement. Et comment t'expliques au fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'était plutôt nous qui avions le vent en poupe et qui sortions des petits bijoux, quoi. Exactement. Mais c'est une question très intéressante et ça montre vraiment l'évolution du cinéma et de la technologie aussi. L'évolution du business et de la technologie. Ce qui s'est passé au départ, c'est quoi? C'est que nous, le cinéma francophone, on était, on va dire en Afrique, on était ceux qui avaient les lauriers. D'accord. Pourquoi? Parce que tu as des réalisateurs comme Sembène Ousmane, c'est oui. ça, qui ont été sélectionnés à Cannes, qui avaient reçu à Cannes. Tu as Abderrahmane Sissako, tout ça. Tu as aussi l'oncle de la réalisatrice, la Diop, tout ça. Ouais, Djibril. La Mati Diop, là, elle avait son oncle. Ouais, Djibril Diop, il me semble. Hein. Je sais pas, mais en fait, t'as aussi Laurent Bekolo au Cameroun. Jean-Pierre Bekolo, pardon. Désolé. Ouais, Jean-Pierre Bekolo au Cameroun qui avait fait un film et tout, je crois qu'il avait été sélectionné à Un Certain Regard à Cannes et tout. Tout à fait. Mais en fait, nous, comment ça s'est passé? C'est qu'on bénéficiait du financement du système français, du CNC, des producteurs français, tout ça, qui étaient amoureux des histoires et tout, et on était dans un esprit où en fait le cinéma à l'époque c'était moins business que maintenant. Ça veut dire même pour les Français, ça veut dire que à l'époque le cinéma, on va dire, c'était un véhicule de propagande. C'est-à-dire c'était tenu par une certaine classe élitiste de gauche, tu vois, qui voulait raconter des histoires du Sud et qui voyait des jeunes talents africains comme ça, doués, et qui disaient voilà, on va mettre de l'argent, bien que les films n'allaient pas rapporter d'argent, parce que ces films-là n'étaient pas faits pour rapporter de l'argent, parce que il n'y avait pas de marché pour ça. Mais en fait, c'est des films où ces producteurs-là ont eu le mérite de rencontrer des réalisateurs talentueux. Le problème, ce faisant, c'est que la France et l'Europe connaissent des crises économiques et les budgets des États doivent baisser, et donc les budgets culture aussi. Donc ce genre de film, les producteurs, excuse-moi, ça rapporte pas d'argent, ils vont pas le faire. Ils préfèrent faire Camping 1, Camping 2, Camping 3, tu vois, qui rapporte de l'argent, la comédie, ou bien je sais pas quoi, Touchable, tout ça. Ça rapporte de l'argent, c'est clair et net, tu vois. Donc tu n'as plus ce genre de producteur à l'époque là qui allait prendre tu vois, il y avait aussi une très bonne productrice, je trouve. D'ailleurs, elle a tourné au Cameroun avec elle faisait des films intéressants, c'était Claire Denis. Elle a tourné avec Bassek Bakobio. D'accord, elle a ok. tourné au Cameroun. Elle, c'était aussi une productrice, tu vois, qui avait une sensibilité. Tu vois, elle a tourné au Cameroun d'ailleurs, un film qui était pas mal, tu vois. D'accord. C'était quoi sa boîte, tu te souviens? C'est pas les films d'ici? Non. Peut-être c'est possible. D'accord. C'est possible, mais c'était Claire Denis. Elle a tourné avec Bassek Bakobio. Je crois que c'est eux qui ont fait aussi le film. Hein. J'espère que je ne dis pas de conneries. Ouais. Sinon, on coupera. Ouais. Je pense que c'est eux qui ont fait le film Bronze Barbès aussi. Ouais, c'était en Côte d'Ivoire. Ouais, si, exactement, tout à fait. C'est effectivement, tu vois, ça c'est typiquement une productrice française qui avait une certaine affection pour les histoires qui viennent d'Afrique et qui savait monter les projets et qui à l'époque justement avait on va dire la bonne réception des instances comme le CNC, tout ça et quelques distributeurs pour monter ces projets-là qui étaient des projets très intéressants, tu vois. Mais en termes de, on va dire, de rentabilité financière sur le marché, c'était pas trop ça, tu vois. Donc en fait,
le cinéma africain a pu bénéficier de ça et de l'aide de ce genre de producteurs-là. Aujourd'hui, ce genre de producteurs-là, ils n'existent plus. Tu vois, ils n'existent plus. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre cinéma africain francophone, du coup, il a chuté. De l'autre côté, on a les Anglais, les anglophones, c'est-à-dire les Nigérians, Ghana, tout ça et tout, sud-africains, qui eux ne connaissent pas ce système-là parce qu'ils ont un système libéral anglo-saxon de libre-échange et tout libéral, qui ont appris à se débrouiller tout seuls, à faire des films tout seuls. Ça veut dire ils ont commencé par Nollywood, ils prennent une caméra, ils racontent leurs histoires, ils vendent des DVD, des cassettes, tout ça dans tout leur marché et ça ramène de l'argent. Des films de 2 heures. Voilà, ça ramène de l'argent. Petit à petit, ils ont créé cette industrie-là parce que les gens consomment, les gens aiment les histoires locales et tout. Et après, il y a des gens, des vrais financiers qui ont dit « mais vos histoires, vos conneries là, finalement, ça ramène des sous. Mais on va encore mettre un peu plus d'argent pour vous augmenter la qualité. » Ils ont augmenté la qualité, les gens ils ont dit mais finalement, c'est pas mal votre truc et tout. Ils ont augmenté la qualité jusqu'à ce que t'as des sociétés comme Netflix, tout ça, Amazon, qui ont dit mais nous on cherche à toucher ces gens-là, on cherche à parler à cette audience-là. Vous, on sait que vous savez faire, vous avez montré de la qualité. Et tenez, voici un deal de je sais pas combien de millions pour raconter des histoires qui vont parler à vos gens. Et t'as des studios nigérians, je crois qu'il y a un studio qui s'appelle Ebony, je sais pas quoi, tu vois, qui est un studio avec Sony Pictures, tu vois. T'as aussi quelques films nigérians maintenant. Un studio nigérian qui a un film avec Netflix, tu vois. Ils tournent à Dubaï, ils ont des bons budgets et c'est de qualité. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont pris leur destin en main tout seuls dès le début. Nous, c'est ce retard-là qu'on a fait, qu'on n'a pas pu prendre, en fait, qu'on a accumulé, en fait, nous, les producteurs, les filmmakers francophones, en fait. Parce qu'on était biberonnés par le système français. Bah ouais, il fallait passer par le Exactement. CCF, Centre culturel français. Exactement, tout à fait. Négocier. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop subversif. Il ne faut pas que ça soit trop anti-système. Exactement. Donc, il y a tout ça, effectivement, qui rentre en compte. Il y a aussi les budgets de Bruxelles, Commission européenne, tout ça et tout. Donc, tu vois, tout ça, c'est très politique et c'est très politiquement correct. Donc, tu rends compte bien que, bon, même aujourd'hui, même si un réalisateur veut faire ça, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent là-dedans. C'est fini, il n'y a plus d'argent, les budgets sont coupés. La France, l'Europe est en crise, tu vois. Tout ce qu'ils peuvent baisser, ils distribuent. Donc, ils ne vont pas donner de l'argent pour que des mecs racontent des films qui se passent en Afrique alors que ça ne les concerne pas directement. Il faut oublier. Donc, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, ce que doivent faire les producteurs, les réalisateurs africains, francophones, c'est prendre une caméra, raconter leurs histoires et partir sur les 2 options dont on parlait auparavant, soit le distribuer tout seul, soit passer par les festivals. Mais moi, je suis sûr que dans une quinzaine d'années, tu vas avoir des réalisateurs africains de talent international. D'accord, pourquoi ? Parce que déjà, on a un problème de formation cinéma en Afrique. On a ce problème de formation, c'est pas juste... C'est vrai, tout à fait. On a ce problème-là, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses. On a les web comédiens qui osent des choses et qui font des choses pas mal. Tout à fait. Mais des fois, tu sens qu'il y a... Exactement. On a ce problème encore au niveau comme tu dis, de la formation, parce que le cinéma, c'est un métier. C'est pas juste, ce que j'explique souvent à beaucoup de réalisateurs et des jeunes qui veulent faire des films. Je dis, faire un film, c'est pas juste chant contre chant. Tu vois, tu racontes une histoire, c'est comment tu la racontes, comment tu amènes ta caméra, comment tu mets ta lumière, et tout ça, ça fait partie de ton style, tu vois, et c'est ça qui fait que les professionnels, les gens du milieu vont dire waouh, on a découvert quelqu'un ici, tu vois, mais avec tes propres codes, tu vois, c'est comme ça que les Scorsese ils ont fait, tu vois, des plans, des Pacino, les Al Pacino, tu vois, des plans mythiques, on voit quand on a vu des films dans l'Impasse, tu vois, dans La Gare, tout ça. Mais parfois, pour arriver avec tes propres codes, il faut connaître voilà, tu vois, la base. En fait, voilà. Connaître la base, tu as 2 manières. Pour pouvoir franchir, pour dire ok, ça se fait comme ça, mais moi je le fais comme ça parce que, et pouvoir justifier. Tu as tout compris. Mais tu as 2 écoles. Soit effectivement, ça passe par le cycle formation, école de cinéma, ça et tout. Mais bon, nous là-dessus, on a un certain retard parce que chez nous, on va dire, la culture ne représente pas un intérêt encore pour les gouvernements parce que ça ne rapporte pas encore assez d'argent à les industries créatives en Afrique, tu vois. À part, dans les pays anglophones, toujours, qui commencent à comprendre que, justement, ça, c'est une industrie à part entière et
commence vraiment à structurer dans ce sens-là. Le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, ils commencent à structurer, vraiment à structurer. Mais chez nous, les pays francophones, on n'a pas encore cette culture-là. Donc, tu as l'école de la formation qui ne peut pas se faire chez nous. Et tu as le deuxième école de l'autodidacte. Mais autodidacte, ça veut dire un consommateur de films, mais à temps plein. Et de tous les grands réalisateurs. Ça veut dire que tu regardes un réalisateur comme Tarantino. Tarantino n'a jamais fait d'école de cinéma. D'accord. Il te dit, j'ai appris à faire des films en travaillant dans un vidéoclub. Ok, Je passais mon temps à regarder tous les films. Et quand tu vois Tarantino, tu vois son premier film, il y a quelque chose. C'est Réservoir Dogs, le premier. Réservoir Dogs, effectivement. Il y a quelque chose. Il sait comment tenir sa caméra, il sait comment il fait ses plans, tu sais ce que je veux dire. Et aujourd'hui, n'en parlons même pas. Tarantino n'est jamais passé par une école de cinéma. Mais quand même, c'est un cinéphile. D'accord. Tu vois, c'est très important. Donc, soit tu passes par... tu te fais ta propre culture en bouffant les films de tous les grands réalisateurs, soit tu passes par une école de cinéma. Voilà, c'est des alternatives en fait. Ok. Et le cinéma africain alors, comment tu le vois demain? Parce que quand même, comme j'en parlais avec un de mes invités, en ce moment, on a quand même beaucoup de choses à changer chez nous. Je parle en termes de politique, je parle de Burkina Faso, les pays du Sahel, tout ça, AES, tout ça. On a quand même des choses à raconter qui... On a trop d'histoires. Moi, je vois déjà rien qu'au Cameroun, on est Camerounais, tu vois. Ouais, écran noir et blanc, le continent. Voilà. Écran noir. Mais on vient du continent. Déjà, dans notre continent, bon, y a tellement d'histoires à raconter. Et je pourrais te dire, il y a une histoire par jour. Mais là, je suis sur un projet justement de documentaire que j'ai envie de faire au Cameroun, tu vois. Je t'en avais parlé. Mais quand j'en ai parlé à 2-3 personnes, ils m'ont dit, je me rappelle, il y a une manager aux États-Unis qui m'a dit, mais c'est réel ça. Je fais, oui, c'est réel, c'est pas une fiction, ça existe vraiment, tu vois. Et tellement c'est réel, je veux le faire en documentaire, le projet. Tu vois, j'ai même pas envie de le faire en fiction, c'est en documentaire, j'ai envie de le faire le projet. Mais il y a tellement d'histoires chez nous parce que, en fait, un film, c'est quoi? C'est des histoires poignantes, en fait. C'est une histoire qui touche, c'est un être humain qui part d'un point A à un point Z. Et en fait, entre ce chemin-là, il passe par plein de cycles émotionnels. Et en fait, ce qui est fabuleux dans le cinéma et dans l'art en général, tu vois, c'est que tous les êtres humains sont réceptifs à l'émotion. Donc, une histoire se passe à Paris, à New York, ou bien à Yaoundé, ou bien dans n'importe quelle ville du Moyen-Orient, l'être humain, tu t'attaches avec lui parce que on a tous les mêmes émotions. Donc, chez nous, forcément, oui, il va y avoir des réalisateurs de talent qui vont éclore, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des histoires, il y a les moyens techniques et technologiques qui permettent de plus en plus d'avoir accès à ça. Maintenant, comme tu as dit, c'est juste l'apprentissage de raconter des histoires, de savoir comment faire, et puis voilà, les aider dans ce sens-là. Et moi, c'est un de mes objectifs aussi que j'ai demain, c'est de pouvoir faire quelque chose dans ce sens-là, voir comment on peut faire, quoi. D'accord. Ok. Mais est-ce que parce qu'ici on fait des petits quiz aussi de temps en temps, tu vois, comme dans Rick James, tu vois. Balle poussière, tu connais? Non, je connais pas, c'est quoi ça? Ah, c'est un film, je suis sûr si tu as regardé un peu je pense que c'est des Burkinabés. Balle poussière, c'est le mec qui voulait épouser le polygame qui voulait épouser une 5e femme, une 6e, je sais plus. D'accord. Ça te dit rien? Non, je connais pas. Ok, bon, on va passer sur celui-là. Je voulais dire, Mais la vie est belle, tu connais le film avec Papa Wemba? Ouais, si, je connais celui-là. Ouais, si, voilà, je connais ok. celui-là, si, je connais. Bronze Barbès, t'as regardé? Oui, bien sûr. Bon, Bronze Barbès ou La Cité de Dieu? Tu te souviens de La Cité de Dieu, Zépéquinho, tout ça? Rappelle, bien sûr. C'est... Bien sûr. Je dis c'est différent. Bronze Barbès, c'est Bronze Barbès parce que, tu sais, les Ivoiriens, c'est vraiment... c'est à part. Il n'y a pas deux comme ça, tu vois. C'est traditionnel, c'est typique de chez eux, tu vois. Tu peux pas comparer parce que autant The Pequeño, les favelas, c'est leur univers, autant Bronze Barbès, tout ça, c'est leur univers. Donc c'est vraiment deux histoires différentes et deux histoires qui vraiment ont le mérite d'être racontées et qui ont vraiment le mérite d'exister, quoi. Qui prennent les tripes. Ah oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que tu peux pas comparer, tu vois. C'est ça. Mais c'est deux récits poignants, ouais, tout à fait. D'accord. Bon,
Black Panther, le film, Ouais. ou Malcolm X? Ben, je dirais, pareil, les deux, tu peux pas les enlever. Je t'explique pourquoi. Parce que c'est Black Panther peut se faire un peu, c'est même pas un peu, beaucoup grâce à Malcolm X. Pourquoi? Parce que Malcolm X, quand Spike Lee fait Malcolm X, faut savoir que Spike Lee il sort déjà il a fait Do the Right Thing, il a fait Mon Better Blues, donc c'est un réalisateur indépendant déjà avec on va dire un certain succès au box-office, ok? Mais Malcolm X, c'est un projet plus ambitieux qui coûte plus cher, et en plus c'est un projet quand même vachement politiquement incorrect pour l'époque, ok? Et Spike Lee, il a rencontré des difficultés pour financer ce projet. Pourquoi? Parce que le studio disait, écoute, tu veux qu'on finance un film, qu'on fasse le marketing sur un film d'un mec qui disait, ouais, les blancs, c'est pas bon, faut les tuer, tout, c'est des méchants. Tu vois, et Spike Lee disait, non, c'était pas ça tout le film, c'était une partie du film, tu vois. Mais les studios disaient, non, nous, pas question. On te donne tant, mais pas plus. Donc c'est là où les Américains, ils sont très forts, et c'est là où les Américains, moi je les admire, c'est que ces gens-là, ils sont dans une dynamique de business, mais aussi de communauté, quand ça peut avancer. Ça veut dire que le financement de Malcolm X, Spike Lee est parti voir Janet Jackson, Michael Jordan, tu veux dire, non, pas Michael Jordan, Magic Johnson, tu vois, qui ont mis de l'argent pour que le film puisse se faire. Et puis ça a été un succès commercial. Et ça a été un succès commercial qui a montré que Denzel Washington, c'était un acteur, laisse tomber, de talent. Ça l'a révélé au monde entier. Déjà, on avait vu par rapport avant le film qu'il avait fait, Mo Better Blues. Donc, ça a marché et ça a ouvert la porte à Spike Lee. Black Panther, si tu veux, c'est le film qui montre en fait au studio, écoute, on peut vous faire un film de divertissement avec que des noirs et vous inquiétez pas, ça va marcher. Donc, en fait, c'est le film qui permet de dire aux gens qui sont dans les bureaux, les studios, de dire, écoutez, on peut faire la même chose que vous faites la Marvel, tout ça, ça saute dans tous les sens, mais il n'y aura que des noirs et ça va marcher. C'est pas de ce Black Panther là que je parle. Je te parle du Black Panther. Tu sais, le film. Ah, je crois que c'est Panthers qui s'appelle le film. C'est tiré du documentaire d'Agnès Varda. Je te parle du film de Mario Van Peebles. Ah oui, je vois. Ah oui, je vois, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah, désolé, tu autant vois, pour moi. Oui, autant pour moi. Je sais plus si c'est. Oui, je peut-être vois. que je me trompe Je vois. Black Panthers. Je dirais Malcolm X. Panthers ou Malcolm X. Je dirais Malcolm X parce que c'était quand même un chef-d'œuvre sur la mise en scène, sur Denzel, sur non, ce film-là. Un film comme Malcolm X, qui me rappelle quand il est sorti effectivement. Il faut l'avouer, c'est des films comme ça qui nous ont dit on a envie de faire du cinéma. Parce que ça racontait nos histoires, ça racontait des histoires fortes. Oui, tu voyais des personnages, des héros noirs, tu vois, qui avaient des trucs forts à défendre. Et je me rappelle quand Malcolm X est sorti, je devais avoir peut-être 16 ans, 14-16 ans. Le bouquin, je l'avais acheté 2-3 jours après, je l'avais lu en une journée. Ok. Donc, comme quoi le film t'emmène à... Ah oui, non, c'était une époque où, en fait, aujourd'hui, en fait, les jeunes, je veux dire, ils sont avantagés sans être avantagés. Ça veut dire, nous, à l'époque, on s'intéressait dans la culture hip-hop. La culture hip-hop, elle te donnait plein de références. Tu vois, tu avais plein de références et tout. Et puis, Public Enemy, tout ça, qui te parlait de choses, tu vois. Tu étais obligé de creuser pourquoi il parlait de ça. Tu étais obligé d'intéresser, tu vois. Tu t'intéressais à ça et tu te rends compte. Tu te rendais compte, ah ouais, ça matchait avec en fait ce que tes parents ils essaient aussi de t'expliquer, et tout, le rapport avec l'Égypte et tout. Donc ça matchait, tu vois. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur TikTok, ils scrollent. Moi, j'étais au bled, je voyais des rappeurs avec les casquettes X, je savais pas c'était quoi. Voilà, exactement. Donc, avec les colliers en bois. Voilà, exactement. Donc tu dis, ouais, pourquoi afrocentrisme, c'est après que j'arrive. Voilà, exactement. Nous, on était ici. Tout de suite, on dit, ouais, pourquoi afro, c'est quoi afrocentrisme, c'est quoi tout ça, c'est qui Marcus Garvey, parce que je veux dire, c'est qui Martin Luther King, bon, tu connais ça un peu, mais c'est qui Jesse Jackson, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tous ces gens-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu es obligé de t'intéresser à tout ça. Donc, tu te rends compte qu'il y a toute une culture derrière, et c'est ça qui, en fait, qui nous a apporté, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, tu regardes. Le problème, c'est quoi? Il faut se le dire. Le cinéma, à la base,
c'est fait pour les riches. Mhm. Parce que faire un film, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et c'est une élite D'accord. qui fait des films. Et Spike Lee, il vient d'où? Il est riche à la base. Non, Spike Lee, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que les Américains, c'est toujours une bonne inspiration. Parce que Melvin Van Peebles, il vient déjà de... c'est le, C'est son Mario père. Van Peebles, c'est le fils de Melvin. Exactement. D'accord, Mais Melvin, son père, il a une histoire intéressante parce que lui, c'est un des mecs de la Blaxploitation. C'est même le premier. Exactement. Et c'était le premier à comprendre qu'avec des bouts de ficelle, en demandant de l'argent à Isaac Hayes, tout ça et tout, qu'il fallait faire nos films et tout, nanana. Et la Blaxploitation, ça a été un courant du cinéma qui a marché et qui a généré de l'argent. Parce que je joue pas. Mais c'était le premier, effectivement, un des premiers à comprendre qu'il fallait maîtriser toute la chaîne et à créer un écosystème qui nous appartenait. Tu vois ce que je veux ou pas? Spike Lee, c'est différent. Pourquoi? Parce que Spike Lee, en fait, c'est sa tante ou sa grand-mère qui avait cotisé et qui l'a envoyé à l'université à Atlanta apprendre le cinéma. Tu vois pas, qui l'a envoyé à l'université d'Atlanta apprendre le cinéma. Et il avait aussi une bourse. Donc c'est comme ça. Mais Spike Lee vient pas d'un milieu spécialement super aisé, tu vois. D'accord. Mais comment ça se fait que au fait, en France, tu vois, parce qu'aux États-Unis, on a déjà compris, même avec la Blaxploitation, qu'il peut y avoir un public de Renois ou de minorités qui peut remplir des salles. Et comment ça se fait qu'en France, ça arrive super tard? Comment ça se fait qu'en France, ça arrive super tard, qu'on commence à voir des Noirs, des Arabes? La haine, par exemple, ça arrive super tard. Et tout. Comment ça se fait? Parce que alors que ça fait des années et des années qu'on a compris que... ça vient toujours du même... Que si ces mecs-là racontent leurs histoires, vu le nombre qu'ils sont, peut-être qu'ils seront intéressés à aller les voir, les films, non? Non, ça peut pas marcher comme ça. Parce que, si tu veux, il y a un truc que j'ai compris aussi en France, pourquoi aussi on était bloqué dans le business. Parce que tout revient au business. C'est qu'en France, tu as une loi qui interdit de faire ce qu'on appelle des statistiques ethniques. D'accord. C'est-à-dire qu'en France, pas comme aux États-Unis ou en Angleterre, tu vois, par exemple, quand tu vas apply pour un job, tu mets aux États-Unis ou en Angleterre, on peut te mettre ethnicity. Religion, tu peux mettre ta race, tout ça et tout ça, ça participe à des statistiques ethniques. En France, on considère que c'est raciste. Si tu te dis, il y a combien de noirs? Il y a 10% de noirs, il y a 10% d'arabes ou 20% de blonds aux yeux bleus. En France, on dit que c'est raciste. Mais c'est aussi très, on va dire, très handicapant pour le business. Parce que si tu sais, par exemple, qu'il y a 15-20%, j'ai une bêtise, tel pourcentage de minorités de noirs, tu vois pas. Donc tout de suite, tu peux quantifier. Il y a peut-être 10 millions de noirs. S'il y a 10 millions de noirs, je sais peut-être où ils sont localisés. S'ils sont localisés, je peux peut-être faire un marketing spécial pour eux. Donc du coup, j'ai une force. Parce que, ou pas. Chose que nous, on n'a pas en France. Donc ça veut dire qu'en France, comment ça va se passer? Il faut que ce soit un acteur, on va dire, des minorités noires ou arabes. Bon, arabes, ils s'en sortent plutôt pas mal, parce que déjà, ils sont plus nombreux. Et en plus, ils ont des bons acteurs. Et bon, ils sont plus rentrés, on va dire, dans la culture commune cinéma que, on va dire, nous, les afros, tu vois. Et il faut que ce soit un acteur issu de cette minorité-là qui va faire ce qu'on appelle le crossover. Ça veut dire qu'il va parler autant à toi, à moi, que à tout le monde, en fait, à toutes les classes de la société. Et en fait, c'est ça qui permet de financer un film. C'est ça qui permet le financement du film. Tant que tu n'as pas ce genre d'acteur-là, ton film ne peut pas se financer. Aujourd'hui, pour revenir en France, ok, tu as Omar Sy, mais à part Omar Sy, tu peux prendre qui pour financer un film? Pas beaucoup, il n'y a pas grand monde. Il faut qu'il fasse des films, des comédies, tu vois. Mais déjà, le reste, à part Omar Sy, ils n'ont pas l'éventail de jeu d'un acteur tu peux pas faire jouer tout genre de rôle au reste, tu vois ou pas, ils sont dans un registre bien spécifique. Encore Omar Sy, maintenant, il a su, on va dire, élargir sa gamme de jeux. Et lui, il peut prendre n'importe quel projet. On va dire, les studios en France vont suivre, tu vois.
Donc c'est ça, il faudrait peut-être 4, 5, 6 Omar Sy en France. D'accord. Et après, on pourra tourner plein d'histoires, effectivement, qui viennent d'Afrique, tu vois, c'est ça en fait. J'ai l'impression que Thomas Guijol, il arrive aussi violent, parce il vient du Cameroun, il a fait un film qui s'appelle Indomptable. Et j'ai l'impression que ce sera pas forcément le genre de rôle dans lequel on a l'habitude on a l'habitude de le voir. Et j'aime le fait qu'il dit que je fais ce film pour me raconter au fait, et je sens qu'il est différent dans son jeu. Ouais, c'est intéressant, effectivement. J'ai vu la bande-annonce du film, mais je l'ai pas encore vu. J'espère que je vais aller le voir. J'espère que je peux le voir. C'est intéressant parce qu'effectivement, on dirait qu'il évolue dans un registre différent, un vrai rôle et tout, avec un vrai rôle de composition pour le coup, parce que les films qu'il avait fait avant, bon, c'était des rôles plus ou moins faciles pour lui. Là, c'est une histoire déjà un peu plus ancrée dans son histoire, dans ses origines, et surtout c'est un drama, quoi. Donc c'est intéressant effectivement de le voir dans ce contexte-là, voir ce qu'il a pu sortir de ça. Et bon, moi forcément ça me parle, vu que je suis camerounais et tout, j'ai vu le truc, j'aime bien, j'ai envie de regarder, mais j'aimerais bien voir effectivement si en termes si ça peut parler aussi à quelqu'un qui n'a rien à voir dans notre culture, quoi. Ça veut dire quelqu'un qui regarde le film, qui n'est pas camerounais ou je sais pas quoi, ou qui est même pas africain, qui dit ah ouais putain, il y a une histoire là. Franchement, j'ai bien aimé. Et ça, c'est intéressant, effectivement. S'il passe ce cap-là, effectivement, les portes sont ouvertes, et j'espère que c'est ça que tout acteur souhaite, quoi, tu vois. C'est ça. Ok. Bon, on va retourner à la maison mère, au State, quoi. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de Tyler Perry. Ouais. Est-ce qu'on peut comparer Tyler Perry à ce que 50 Cent est en train de faire maintenant? Parce qu'il est sur il a pas mal de séries quand même qui... c'est marrant ce que tu dis, parce que Tyler Perry, justement, il est en train de s'associer avec 50 Cent. T'es au courant de ça? Ah non. Ah si, Tyler Perry, tu regarderas, il est en train de faire un deal avec 50 Cent. Parce que, effectivement, 50 Cent, ce que fait 50 Cent, il reproduit un peu le business model de Tyler Perry. Et justement, il arrive violemment, ouais. Parce que Tyler Perry, il a construit des gros studios à Atlanta, tout ça et tout. Et Tyler Perry et 50 Cent s'est rapproché de lui pour tourner des trucs là-bas et tout, parce que 50 Cent aussi, pareil, lui, il a un deal avec Showtime, tout ça et tout. Pour ses séries, tout ça et tout. Et il est en train de s'associer. Oui, 50 Cent a suivi son business model, qui est de contrôler toute la chaîne. Et c'est ça qui est fort avec les Américains, c'est que les Américains, jusqu'au maximum, ils vont essayer de contrôler toute la chaîne. Après, des fois, c'est pas possible. Tu vois, c'est plus possible. T'as des projets, si t'es sur un projet où plus, en fait, le projet financièrement, il va être, super élevé, plus tu pourras pas contrôler toute la chaîne. Mais ils essayent au maximum de contrôler toute la chaîne. Ça veut dire de la conception jusqu'à la finalisation. Et 50 Cent, effectivement, c'est ça qu'il a compris. C'est ce qu'il essaie de faire, et effectivement, c'est tout à raison, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Dernièrement, on pensait qu'au fait, on remarque qu'il y a beaucoup d'artistes rap, de la scène rap qui viennent au cinéma. En France, ici, par exemple, le premier vraiment scénario que j'ai lu en rap, c'était le morceau Black Mafia d'Oxmo Puccino. Donc ça fait que moi, par exemple, quand j'arrive c'est un scénario pour moi. J'entendais la chanson, c'était un film pour moi. Voilà. Je me demande pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas fait le clip. Tu vois. Et quand je vois ça, après il y a eu plus tard, mais vraiment après il y a eu le clip Jimmy de Booba qui était très très bien aussi, réalisé un peu et tout. Donc au fait, j'ai tendance à croire, peut-être à tort, que pour nous, ça peut être plus facile d'écrire des histoires. Tu vois, ça peut être plus facile parce que, attends, on a écouté Oxmo Puccino, c'était en quelle année? 96, tu vois, des choses comme ça. J'ai l'impression que ça peut être facile parce que moi, j'ai la plume facile pour les films. J'écris beaucoup. J'ai tellement de scénarios que j'ai proposé à des gens, mais on m'a dit chill. Fais le film que tu estimes que non, c'est le film de ta vie. Et au fait, ce podcast-là, c'est pour ça aussi, c'est pour que je réapprenne mon métier, que j'échange avec des gens et que
qu'on écoute, mais je reste focus sur un banger, le film que je vais faire. Je peux juste dire le nom. Le nom, c'est Sweet Mother. Ah ouais, je ne le pitch pas aujourd'hui. D'accord, pas mal. Et tout. Ouais, pas mal. Oui, donc effectivement, c'est vrai que la culture rap, c'est vrai que ça peut aider. Ça peut aider dans la narration. Parce que déjà, t'écris... bon, attention, hein, parlons de rap de notre époque. Hein. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu me dis le rap d'aujourd'hui, les mecs, s'ils savent écrire, non, ils savent pas écrire. Aujourd'hui, c'est des gimmicks, voilà. Mais c'est vrai que la culture rap dans laquelle d'où nous on vient, effectivement, il fallait savoir écrire, il fallait avoir une plume, il fallait faire des métaphores. Donc, c'était très imagé. Et effectivement, tous ces mecs-là, effectivement, comme Oxmo, c'est vrai qu'ils avaient une belle plume, même Booba, effectivement, aussi. Ils savaient faire des images et métaphores, donc raconter des histoires, c'est sûr que c'est plus accessible, c'était des choses faciles pour eux. Après, écrire un scénario, c'est pas seulement raconter une histoire, il y a aussi tout ce qu'on appelle les mécanismes dramaturgiques. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dois créer des climax, tu vois, il y a des climax, il y a des obstacles, je veux dire, c'est ça qui fait un film, tu vois, pourquoi, du comment, tout ça et tout. Et tout ça aussi, c'est des techniques de dramaturgie. Des adjuvants, des opposants. Exactement, c'est des techniques de dramaturgie que soit tu apprends passant par le théâtre classique, tu vois, ou soit tu fais une école, ou soit tu regardes beaucoup de films, tu vois. Et on a des bons gars, comme par exemple les gars de La Rumeur, ils ont fait, exactement. Je pense, c'est les derniers Parisiens. Exactement. Et ils font du bon travail, exactement, ils gagnent même des prix. T'as Booba qui est sur Eureka, sa série. Ouais. On a la dernière série de Booba qui est pas mal aussi. J'ai pas vu encore non plus, mais je trouve quand même que c'est des projets bien costauds et qui sont faits par des gens comme toi qui viennent de la musique, tu vois. Ouais, c'est peut-être que le hip-hop, c'est le hip-hop qui nous a emmenés vers le cinéma. Pour moi, oui. Pour moi, forcément, oui, parce que bon, j'ai pas fait d'école de cinéma. Voilà, comme je dis, j'ai commencé dans le clip et c'est cette bifurcation dans le clip là qui m'a fait comprendre que oui, en fait, on peut faire des films. Et c'est vrai que pour nous, au départ, c'était un univers très abstrait, tu vois. À notre époque, comme je te dis, tourner un film, c'était forcément en pellicule. Et la pellicule, ça coûtait cher. Je me rappelle quand on tournait un clip en pellicule, on disait 30 minutes, t'en avais déjà pour 20 000 balles. 30 minutes dans pellicule. Et après, il y avait le développement derrière. Ouais, il fallait que tout soit bien préparé en avance. Préparé. Et surtout, t'allais à Kodak. Je me rappelle, quand je faisais des clips, je produisais des clips, t'allais à Kodak, tu prenais 5-6 boîtes, t'en avais pour 3 000 balles, 3 000 euros. C'est plus ça, aujourd'hui tu peux tourner, envoie la carte, carte, tu vois. SSD, voilà. Ça va vite, on copie vite. Voilà, exactement, tu vois. Ça peut te lâcher là tout de suite, et bip, tu copies, allez, t'effaces. À notre époque, c'était pas ça, donc c'était ces abstraits, c'est vrai que nous, effectivement, c'est la musique qui nous a amené là-dedans, et aussi le côté se structurer, vouloir faire les choses le plus possible tout seul. Ça nous a beaucoup aidé. Maintenant, après le cinéma, c'est d'autres codes aussi, c'est une autre économie qu'il faut maîtriser. Ouais, en parlant d'autres économies, il y a quand même de nouveaux outils, l'AI. Comment ça peut nous aider en Afrique, par exemple, pour toutes les grandes histoires qu'on a racontées? Ça peut beaucoup nous aider. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est vraiment un truc de fou. Ça veut dire que, de toute façon, dis-toi qu'il y a beaucoup de postes au cinéma qui vont sauter. Ça veut dire que les coûts de production d'un film vont être divisés, je dirais, de 50%, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est sur des modèles, tu vois, sur des modèles en IA, tu as des outils comme Clean AI, tu as des outils comme VO3, tout ça de Google. Ce qu'ils arrivent à te faire, c'est flippant. Franchement, c'est vraiment flippant. À partir d'un texte, qui t'arrive à te faire des scènes, mais tu te dis, tu sais quoi, l'industrie cinéma va changer. Ça veut dire, tu vois, les acteurs qui étaient payés plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros, ça va finir ça. Ça veut dire qu'on va dire, écoute, tu viens 1 jour, 2-3 jours maximum, on fait des plans sur toi comme ça, le reste, boum, on va te copier sur ton IA. Ah ouais. C'est fini les trucs, ouais non j'ai besoin de 5 millions pour 30 jours, fini. C'est fini ça. De toute façon ils le savent déjà, Hollywood ils le savent déjà, ils sont tous en panique. Et nous, en quoi ça va nous aider les producteurs et les réalisateurs africains, c'est que tu vas pouvoir raconter ton histoire pour moins cher.
Tu vois. Ça veut dire que avant, par exemple, tu as ton film, tu dois tourner sur 20 jours, bah, tu vas pouvoir maintenant tourner sur 10 jours maximum. Le reste, ça va être l'IA. Donc, le contenu va pouvoir sortir. Maintenant, ça va être l'équation de comment je veux monétiser ça. Parce que ça va amener une affluence de contenu, une compétition de contenu. Parce qu'il y aura de plus en plus de contenu, parce que les gens pourront voir de plus en plus de choses. Donc maintenant, ça va être comment tu amènes ton audience à voir ton contenu et à l'apprécier. Mais ça va faciliter la production. Bon, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil aux cinéastes africains qui arrivent avec toutes les belles histoires qu'on aura racontées? Exactement. Comment s'organiser, comment se structurer? Exactement. Mais le conseil que je peux donner, c'est ce que tu as dit, c'est que, en fait, dans la vie, il faut savoir bien s'entourer. Et ça marche dans tous les domaines. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs casquettes, mais je ne pense pas que tu peux être un être humain qui est hyper bon sur tous les domaines. Tu vas être bon, excellent, peut-être sur un ou deux domaines, mais tu ne peux pas exceller sur tout. Donc par rapport à ça, c'est mieux de trouver les bonnes personnes avec qui t'entourer. Toi, tu vas exceller dans ce que tu sais faire le mieux, et peut-être tu fais le mieux parmi, on va dire, 10 000, 15 000, 100 000, 1 million de personnes, et c'est très bien. Maintenant, prends des gens qui sont bons aussi, et qui peuvent être peut-être aussi excellents que toi dans leur domaine. Ça va ne faire que rehausser ton projet. Et c'est ça qu'en fait, dans le cinéma, les grands réalisateurs, ils ont compris. Tu vois, par exemple, je regarde les réalisateurs, ils travaillent toujours avec des excellents chefs-op, des excellents monteurs, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent que mon film, tu vas pas dire, par exemple, Scorsese, il peut pas monter son film tout seul. Est-ce que Scorsese peut pas faire sa lumière tout seul sur un plateau? Il peut la faire, mais il préfère la laisser à quelqu'un d'autre qui va peut-être avoir le recul nécessaire, tu vois ce que je veux dire, avoir une autre idée, nanana, tu vois. Donc c'est comme ça, tu vois. Je pense qu'il faut savoir s'entourer des meilleurs et savoir déléguer, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, Tino, concernant tes prochaines sorties? Tu bosses sur quoi comme projet en ce moment? Est-ce que... Ouais, en ce moment, je suis sur... j'ai un documentaire que j'ai envie de faire, justement, c'est sur le Cameroun. C'est un documentaire que j'ai envie de faire assez ambitieux, ça veut dire un documentaire pour Netflix, pour des plateformes style Netflix, donc avec une certaine ambition de budget et tout financière. Et en termes de cinéma, je suis sur des projets avec d'autres producteurs, voilà, un projet un peu de SF, un peu un espèce de SF, on va dire, mais afro, tu vois, une espèce de SF afro. Science-fiction. Science-fiction afro, un univers futuriste, que d'ailleurs c'est un auteur camerounais, un jeune camerounais, bon français, mais d'origine camerounaise, qui a écrit un livre et tout, de SF, fantasy, tout ça, qui a plutôt pas mal marché, qui a écrit ça, donc on est sur l'adaptation. Et puis je me suis remis un peu aussi dans la musique, mais dans la musique plus en termes de financement. Ça veut dire que, en fait, tu vois, le fait d'avoir appris tout ça, comment monter des films en tant que financier avec des financiers, tout ça et tout, ça m'a fait rencontrer en fait des financiers, des gens qui travaillent. En fait, dans la finance, dans la finance privée, tu as deux types de personnes. Tu as des banquiers privés, tu as des gestionnaires de fortune. Ça, des family office, tu vois. Et en fait, ça, c'est des gens en fait qui ont de l'argent, soit de personnes fortunées, soit de banques privées. Et les family office, c'est plus en fait des gens qui ont des fortunes, qui ont fait fortune et qui ont un certain portefeuille, en fait, qui font confiance à des cabinets de gestion pour investir dans certains domaines, tu vois. Et en fait, t'as certains family office qui, eux, leurs clients disent oui, moi le cinéma ça m'intéresse, moi tout ce qui est divertissement, médias, ça m'intéresse et tout. Et donc là justement depuis un certain moment, je me suis mis en relation avec, j'ai rencontré des fonds d'investissement qui investissent dans la musique, tu vois, mais ils investissent dans la musique dans l'aide au financement des producteurs indépendants. Donc je me suis remis là-dedans avec plaisir. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est des outils que moi j'aurais eu bien besoin à l'époque, et aujourd'hui la numérisation, le digital permet ça. Ça veut dire par exemple, il y a un producteur indépendant, il a
on va dire, des artistes qui passent sur Spotify, il a des revenus SACEM, tout ça. Et moi, aujourd'hui, à partir de tout ça, je suis capable de voir ces revenus et de dire, écoute, si par exemple, par an, tu gagnes 10 euros, je suis capable de t'avancer 50 euros là tout de suite. Et je récupère, moyennant un pourcentage. Et en fait, voilà, je vais récupérer l'argent sur les prochains revenus que ça va ramener. Mais par contre, je te donne ton argent tout de suite. Donc en fait, je me suis remis un peu dans ça, en plus du cinéma, effectivement, à côté, ouais, effectivement. En fait, ce que j'essaye ce que j'ai compris qu'il fallait développer, en fait, c'est que ce qui m'intéresse, c'est toute la finance autour des médias. D'accord. Tu vois, toute la finance autour des médias et permettre, en fait, aux artistes, que ce soit aux artistes, on va dire, musicaux et aussi, voilà, des artistes, des réalisateurs, comment leur donner les moyens de s'exprimer sans dépendre du système traditionnel, d'aller chez les studios, d'aller chez les maisons de disques, blablabla. Voilà. Ok. En gros, je m'adresse aux multimillionnaires qui nous regardent en ce moment, qui sait que voilà, on va faire des films, qu'on arrive avec des projets super ambitieux en Afrique, qu'ils sachent que voilà, s'il veut dépenser son argent bien comme il faut, il sait où nous trouver. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, les gens n'ont pas conscience. Par exemple, ces gens qui ont accès au capital, qui ont un capital, c'est vrai que pour eux, et ça marche partout, même ici, c'est vrai que c'est une industrie qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. En fait, beaucoup de financiers, des gens qui ont de l'argent, pensent qu'un film gagne de l'argent sur les tickets d'entrée. Mais c'est pas ça. Un film gagne de l'argent, ça veut dire que moi, quand je produis un film, ça veut dire que je suis parti d'un scénario. Le premier jour où je suis en tournage, tous mes investisseurs ont déjà gagné de l'argent. Ah ouais. Bah oui. Tu veux que je te dise pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce qu'en fait, tu es dans un système, ce qu'on appelle de pré-vente. Ça veut dire que j'ai pris un scénario, ok? Sur ce scénario-là, j'ai mis un réalisateur qui a une certaine cote sur le marché. Ça veut dire qu'il a du crédit sur le marché et tout, il a une valeur, ok? C'est pas son premier film, ok? Bon, même si c'est son premier film, il y a d'autres éléments qui vont compenser son inexpérience, qui vont être par exemple la valeur des acteurs que je veux ramener. La valeur des acteurs que je veux mettre au projet, cette valeur-là, elle a une valeur sur chaque marché. Ça veut dire que je ramène un scénario avec, j'ai un exemple, je sais pas, Brad Pitt. Et Brad Pitt, t'as Canal+ en France qui va dire je te l'achète, 500 000. En Allemagne, t'as l'autre qui va dire tiens, ZDF, 500 000. Angleterre, 1 million. Chine, tant. Je prends la somme de toutes ces offres-là, ça me fait un certain budget, d'accord avec moi, vu que je vends territoire par territoire. Bah oui. Et après, tu vas voir certains financiers, ça c'est des banques spécialisées qui financent le cinéma. Il te dit, tiens, ah ouais, je vois tous tes contrats. Et il connaît les sociétés qui ont fait ces contrats-là, qui t'ont fait ces contrats-là. Il dit, tiens, je vois que tu as tous ces contrats-là, et ça fait une somme, j'ai un exemple, ça fait 8 millions par exemple, ton budget. Okay. Il dit, écoute, moi je t'avance les 8 millions tout de suite parce que je sais que tu en as besoin, tu as besoin de tourner, tu as besoin d'argent pour tourner. Par contre, je te prends 3%. Et il les avance. Donc toi, dans tes 8 millions, si par exemple tu avais un investisseur qui t'avait déjà donné 400 000, 500 000 pour faire un 10% de l'apport de tel acteur, ils sont comptés dans ces 8 millions. Ah ouais. Moi, je connais même un multimillionnaire, je le regarde. Comme ça, il sait que c'est des lunettes de vue, pas pour être vu, tu vois. qui est prêt à mettre de l'argent juste parce qu'il sait que on va faire des vraies choses avec. Il n'attend pas forcément à récupérer son argent. Est-ce que tu me crois ou est-ce que c'est faux? Je peux te croire, je te crois parce que je sais ce que tu dis. Parce qu'il sait que, tu vois, l'Afrique a besoin, même pas que l'Afrique, il sait qu'il y a des gens qui sont vifs, qui veulent faire des choses, mais il manque juste ce petit... ils peuvent pas toujours passer par les canaux qui existent, d'avant. Mais moi, regarde, je pars du principe suivant. C'est ce que je dis à tous les partenaires, tous les mecs qui viennent me voir, qui veulent monter des films, tu vois. Et justement, je parlais de ça il y a pas longtemps avec un jeune producteur, un jeune réalisateur qui avait monté son projet. Et je lui avais dit depuis le départ, écoute, la manière dont tu as monté ton projet, ça me semble un peu pas pertinent, le modèle économique. Tu vas faire perdre de l'argent à tes partenaires financiers. D'accord. Et donc, moi, je pars du principe que un partenaire financier qui te donne 10 euros,
c'est ton devoir de lui remettre au minimum, au pire des cas, 10 euros. D'accord. Tu vois pas? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il perde de l'argent. Pourquoi? Parce que s'il perd de l'argent, le prochain film, tu l'as plein. Tu l'as plus. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est qu'il t'a donné 10 euros aujourd'hui. Et que la prochaine fois, il te gifle encore avec un 20, 30 euros. Et comme ça, tu tends l'autre jour pour montrer que tu as lu toute ta Bible et tout ton Coran, quoi. En fait, ce que tu veux, c'est que lui, il te donne 10 euros. Tu me rapportes 12, 13. Généralement, on fait 20%, 20%, tu vois. Ça dépend. Ça aussi, tu veux que je t'explique un peu les différences? Oui, bien sûr. Bon, je t'explique. Tu as deux types d'investissement dans le cinéma. C'est comme dans la finance. Tu as l'investissement en equity pur, ça veut dire en capital risque. Ça veut dire j'investis, je prends le risque, comme dans une start-up, d'investir dans ta société qui va exploiter le film. Ça veut dire je prends tous les risques. Ou bien je fais la chose suivante. Je dis écoute, moi je ne veux pas prendre de risque sur prendre des parts dans ta société qui va exploiter le film. Je te fais un crédit. Ça veut dire que je te donne l'argent, mais par contre, tu vas me rembourser. Tu vas me rembourser contre un collatéral, une garantie. Tu vois, la garantie, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, ça peut être ton scénario. Ça peut être les droits du film. Ça veut dire que le mec, l'investisseur, par exemple, tu vas dire, écoute, donne-moi 500 000 euros pour faire mon développement. Si jamais ça marche pas, si jamais je me plante, au bout de temps, tu prends les droits du film, tu as le droit de le faire. Ça peut être aussi, si tu travailles, tu as déjà un catalogue de films, tu peux dire, écoute, ça peut être en hypothèque contre les films que j'ai déjà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou bien, tout simplement, ça peut être le fait que, ça peut être le mec qui les met en risque sans garantie, mais vu que tu vas lui rembourser son argent dès que toi tu vas tourner, du coup, il va pas prendre 20-30%, beaucoup de parts de pourcentage dans les revenus du film, vu que tu le rembourses en fait dès que le film se tourne. Donc du coup, tu vas lui donner un pourcentage, un bonus, on appelle ça un bonus, sur l'argent qu'il a investi. Par exemple, s'il a investi 500 000, généralement, tu vas lui donner entre 15 et 18% sur ce qu'il a investi, plus un petit pourcentage sur les revenus d'exploitation, comme ça, tu vois. Et donc, en fait, tu as ces deux mécanismes-là, et un bon producteur, c'est quelqu'un, en fait, qui s'arrange toujours à ce que ses financiers ne perdent pas d'argent. Parce que ce que tu veux, c'est quoi? C'est que tu veux que le producteur, le prochain film, il revienne. Et surtout, tu veux qu'il parle autour de lui, dans son cercle, de toi. Donc, ça veut dire que si lui, il a investi 500 000, prochaine fois, tu viens lui dire, tu vas dire, écoute, non, moi, 500 000, t'as vu, je veux plus. Je veux 1,5 million. Va parler à d'autres personnes. J'ai de la chance parce que en faisant ce travail-là, je vais me redocumenter, je vais regarder plein de films, redevenir un cinéphile de folie, relire, tu vois, non, recevoir beaucoup d'invités, faire mes recherches derrière, travailler beaucoup en amont. Et on aimerait bien que ça dure, quoi, tu vois. Mais tu sais, nous sommes dans de très bonnes conditions. Ouais, très bien. Pour l'instant, on nous fait un cadeau. Hein? Mais on aimerait bien rester dans ces conditions-là. Comment tu donnes-nous une petite stratégie pour qu'on puisse financer ce podcast-là? D'accord. Donc moi je dirais effectivement pour perdurer dans le temps et pour effectivement pouvoir en fait trouver un modèle économique qui marche pour ton projet, c'est quoi? C'est en fait c'est que tu dois fidéliser une audience. Je vais apprendre sur ça tout le temps. Et en fait, c'est ça qui fait la monétisation. Monétiser, c'est dans les médias, tu monétises une audience. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'audience prend rendez-vous avec toi tout le temps. Et en fait, cette audience-là, elle est monétisable. À partir du moment où tu as une audience, je vais te dire un truc, c'est un exemple banal, c'est tout con. Même si tu as 10 000 abonnés tout le temps, 10 000 on va dire comment ça, viewers, spectateurs tout le temps. Bon, là je fais en gros, mais ces 10 000 spectateurs, tu peux les monétiser. Tu vas avoir, j'ai une bêtise, c'est ce qu'ils font les influenceurs. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, les podcasts, tu apprends plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses sur les podcasts, tu vois. Et le podcast, ce qui est bien, c'est que c'est un contenu que tu consommes quand tu veux. Ça veut dire, je mets mon podcast que là, j'ai 10 minutes, je l'écoute, je peux revenir 10 minutes après quand je veux. Mais je vais revenir, pourquoi? Parce que c'est un podcast que j'ai envie d'écouter, c'est une conversation intéressante que j'ai envie de terminer, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, tu vois. Et je dirais même que aujourd'hui, dans le temps on est tellement pris par plein de choses, plein de trucs, le podcast, même, on va dire, ça facilite même la lecture. Avant, pour avoir, par exemple, là, on a une discussion
sur le cinéma, les mécanismes de financement, tout ça et tout. Comment faire un film. Voilà, avant pour apprendre tout ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Il fallait que j'achète des bouquins. Ouais. Il fallait que j'aille à la FNAC, tout ça et tout. Est-ce que j'aurais eu le temps? Nous, notre volonté, justement, c'est apprendre et que d'autres personnes viennent apprendre, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Exactement, voilà. Donc maintenant, j'ai plus besoin de faire ces recherches-là, ou bien je vais faire des recherches à partir des axes précis, des informations précises que tu m'as données. Mais ça sert à ça, le podcast. Et à partir du moment où ton audience voit que tu es pertinent et que l'information elle est bonne, mais tu monétises. Et tu monétises comment? C'est qu'après, tu as une certaine audience. Et voilà, c'est ça aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé au cours de la conversation. On fera ça peut-être une prochaine fois. Ce qui est important maintenant dans tout ce qui est média, c'est la data. D'accord. La data, c'est très important dans tous les domaines, dans toutes les industries. Pourquoi? Parce qu'avec le digital, aujourd'hui, c'est quand tu as une idée, tu as un truc. Par exemple, aujourd'hui, tu fais ton podcast. Demain, tu vas aller voir tel ou tel annonceur, telle ou telle régie. Tu vas pas lui dire, ouais, au fait, je pense que. Tu vas lui montrer que sur telle ou telle période, voilà l'audience que tu génères et c'est chiffré. D'accord. Un point, un trait. Donc lui, il a 10 € à dépenser. Ces 10 € là, il sait qu'il a dépensé avec toi, ça rapporte tant parce qu'il a de la data. Okay. La data aujourd'hui, dans tous les secteurs, c'est the killer application, the killer app. Et moi, dans la musique aussi, c'est ça qui m'a remis dans la musique parce que j'ai vu que dans la data était monétisable. C'est ce que je te disais sur le business model tout à l'heure. À partir de la data de revenus d'artistes, combien ils gagnent parce qu'il y a Spotify, ses revenus de SACEM, et ben moi, je peux lui trouver de l'argent qu'il ne pouvait pas avoir avant. Voilà. Ok. On a encore beaucoup de choses à se dire. Malheureusement, on va pas tarder à se quitter. On doit encore aborder des thèmes comme la bande originale, vu qu'on vient de la musique et tout. On doit aborder aussi les seconds rôles que moi je trouve super importants dans un film, même la figuration. On doit parler de ce genre de sujet. Il y a tellement de choses à évoquer encore. Du parcours, par exemple, d'un acteur. Il y en a beaucoup qui passent par le théâtre. Il y en a beaucoup qui sont autodidactes comme nous. Tellement de choses. Mais toi qui as fait des films sélectionnés dans des festivals, d'ailleurs, tu peux nous redonner un peu certains de ces films-là? Ouais, bon, mon premier truc que j'ai fait, c'était un court-métrage que j'ai fait qui avait été sélectionné au Black Film Festival de Londres. Ok. Tu vois, ça, c'était, justement, c'était l'époque du clip. C'était l'époque du clip où, en fait, quand j'avais ma prod, j'avais eu des boîtes en plus. Et j'avais fait un court-métrage, justement, ça inspiré un peu d'une histoire, de mon histoire personnelle au Cameroun, de mon histoire familiale. J'avais fait un court-métrage, tout ça un peu, inspiré de mon histoire familiale au Cameroun. Et ce film-là, j'avais tourné en anglais, parce que moi, très rapidement, déjà, je voyais que, voilà, la France, ça m'intéressait pas et tout. Et j'ai tourné avec Eric Ebouané, d'ailleurs, je sais pas si tu connais, bien sûr. Un très grand acteur. Camerounais, qu'on aimerait bien avoir sur ce plateau. Voilà, on en parlera. Que j'ai rencontré à Cannes aussi. Voilà, on l'appellera, ça, c'est un acteur, c'est un très grand acteur, tu vois, c'est dommage qu'il n'y a pas autant de propositions pour lui, mais il est très très fort. Donc j'avais tourné avec lui, et ce film-là, ce court-métrage-là avait été sélectionné au Black Film Festival de Londres. Donc bon, c'était pas mal. Mais moi, tu vois, le côté business m'a vite rattrapé. D'accord. Ça veut dire que j'ai dit, mais bon, il faut gagner de l'argent, il faut faire vite. Et après, justement, le deuxième film que j'ai fait, c'est un film, on va dire, un film de genre, d'action horreur que j'ai fait avec Andy Couture, la meuf qui a fait la franchise d'horreur, la The Known, Bonnie Arons, tout ça. Et ça, c'est un film qu'on a produit et qu'on a vendu à un studio. Et puis voilà. Donc en fait, voilà, c'est les deux projets que j'ai fait. Après, il y a aussi un film que j'ai fait qui n'est pas encore sorti, où je suis producteur exécutif sur celui-là. Ça s'appelle Eyes in the Trees, c'est avec Anthony Hopkins. Ok. Gros blaze. Ouais, c'est un film qui a été tourné en Thaïlande au mois de juin. Ah, il a été tourné déjà? Il a été tourné en Thaïlande au mois de juin. Ça, il va sortir courant fin dernier trimestre 2025-2026 et début d'année 2026. Là-dessus, je suis juste producteur exécutif, ça veut dire que j'ai participé au financement. Juste producteur exécutif dans un film où il y a Anthony Hopkins? Ouais. Ok. Donc voilà, et puis voilà, on a d'autres projets, quoi, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Big T? Déjà la santé, c'est pas mal, c'est le plus important. Ok. Tu vois, la santé, et puis tant qu'il y a la santé, ça va, et puis
Tant qu'il y a la santé, ça va. De toute façon, on est là pour avancer. Tu vois, Ok. la santé, c'est la meilleure des choses. En tout cas, on sera ravis de te retrouver sur ce plateau. Merci Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour tous les tips que tu nous as donnés. Merci pour l'instruction. Merci pour tout. Merci à toi, Will, pour l'énergie, pour la pertinence de tes questions et puis le projet, ce que tu essayes d'amener pour tous les jeunes comme toi qui ont envie de faire et découvrir des choses. Je trouve que c'est un très bon véhicule.